Je viens juste de lancer mon nouveau spectacle, Ma thérapeute est morte. Merci à tous ceux qui ont partagé l'affiche, merci à tous ceux qui ont acheté des billets déjà, merci à tous ceux qui prévoient venir. Si tu veux m'aider, si tu veux me supporter dans ce que je fais, les podcasts, si tu m'as déjà vu en route, tu m'as trouvé drôle il y a 8 ans, puis tu te demandes où je suis rendu, je suis là, viens voir ça, c'est 100% autoproduit, ça part de moi, ça revient à moi, et ça passe à travers vous et vos rires, fait que j'espère que vous allez être là, pbrivard.com pour toutes les dates. Merci beaucoup! Qu'il amène du nouveau monde, dans le fond. Ouais. Des gens qui s'intéressent à Mike, mais qui ne s'intéressent pas à Internet, vont s'intéresser au podcast à travers Mike, puis après ça, tu sais, ils vont découvrir mon show. Mes parents, c'était quoi un podcast? Pourtant, c'est tellement... Ouais, je sais. C'est de la radio sur Internet. Ouais. Ils ont déjà vu Wayne's World, là. Ouais. Tu sais, dans le sous-sol, là, c'est ça. C'est juste ça. C'est au lieu d'être dans un sous-sol puis qu'on soit genre, tu sois Garth puis je sois Wayne. On est dans ton 4,5. Exactement, c'est juste ça. Puis on peut quand même faire des ouais, super Wayne, qui t'es vomi là-dedans. D'ailleurs, t'es enceinte, ça se peut que tu vomisses un bébé. Bon, on va espérer que ce soit pas aujourd'hui. Ça devrait être correct. Mais ça pourrait être demain matin. Nice. Ça serait correct. Ça serait malade. Oui, ça serait bien correct que ce soit pas aujourd'hui. Ouais. J'ai un gros programme pour toi. Ceux qui se joignent à nous en début d'épisode, c'est la bonne chose à faire, commencer pas au milieu. On est à l'épisode 2 officiel de Curieux Rivard, ce qui est un nom. C'est une parodie. Oui, c'est une parodie de Curieux Bégin, c'est sûr et certain que c'est ça. Tout le monde me le pointe. Singe, ça? Non. Curieux Bégin? Non. Curieux Bégin, c'est-tu le Clairement singe? Non, mais oh non, c'est Curious George, ça. Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi ça, Curious George? C'est une émission pour enfants. C'est un singe, il est curieux puis il pose des questions. Pour Moi, vrai? je pensais que Curieux Rivard, c'était pour ça. Non, mais pourquoi tu... Bon. Comment ça, tu connais ça? Ben, j'ai des neveux. Mais moi aussi, j'ai des neveux, puis je connais pas leurs émissions. Je connais juste genre leur couleur préférée. Je sais leur qu'ils s'ennuient. super-héros. Oui, puis je sais ce qu'ils veulent pour Noël, mais je sais pas ce qu'ils écoutent. C'est ma soeur qui... Ah ouais? Non, c'est pas pour ça. En fait, c'est une parodie de Curieux Bégin. Ok. Et les gens me le soulignent souvent. Puis je fais oui, c'est voulu. C'est ça la joke, là, tu sais. Puis, en fait, Curieux Rivard, le concept, je te l'ai expliqué avant l'émission, évidemment, c'est de recevoir quelqu'un, un expert dans un domaine d'études, d'expertise que je ne connais pas du tout. Ok. Et là, c'est feed me, feed us d'informations. Genre, Ce que tu sais. Non, pas de pression. En fait, tu peux juste comme. Je vais te poser des questions, je vais être curieux, puis genre, les gens, on va apprendre tout ce qu'on. Je vais te présenter premièrement. Oui. Catherine Raymond. Salut. Salut. T'es venue dans l'épisode avec Jasmin Roy. T'es doctorante, là, je veux le dire comme il faut. Doctorante en neurosciences. Exactement. Ouais. Parfait. Ce qui veut dire que je suis en processus de compléter le doctorat en neurosciences. OK. Ouais. Il te reste combien de temps? Ben, techniquement, je pourrais finir bientôt. OK. Dans le fond, comment ça fonctionne quand tu fais un doctorat, c'est que tu t'écris plusieurs articles, puis ensuite de ça, tu copies-colles tous ces articles-là dans un document, puis tu soumets ça. Ah, c'est ça une thèse? Ben, une thèse, tu as le choix de le faire comme ça, ou sinon, dans certains domaines qui sont plus théoriques, par exemple, en philo, tu peux réfléchir à un concept puis rédiger une théorie de 200 pages, mais dans des domaines... 200. Ouais, c'est ça. Dans des domaines comme les neurosciences ou la psycho, c'est plus faisable de faire plusieurs articles puis de copier-coller ça dans un document. Ça te fait un document de 200 pages. C'est juste que c'est 3 découvertes différentes qui vont constituer un nouveau domaine de recherche. Fait que moi, j'ai fait ça. Découverte, carrément. Exact. Ouais, c'est fait que dans le fond, un article, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu fais une découverte en sciences, fait que tu as un résultat intéressant dans un domaine en particulier, puis tu vas rédiger ce qui t'a amené à penser à ça. Tu vas dire c'est quoi tes résultats, puis où ça nous amène dans le futur, finalement. Puis ça, c'est un article scientifique. Ouais. OK. Fait Puis là, t'es rendu à combien de... ben, pour faire une thèse, on en a besoin de 3. J'en ai plus que ça, parce que je me suis comme éparpillée dans plusieurs domaines. Fait que là, l'idée, c'est de choisir un peu ce qu'on veut mettre dans cette thèse-là, puis d'y mettre un filon conducteur. Là, OK, fait que ça, c'est pas déjà décidé. Non, mais c'est ça. Mais habituellement, en fait, quand tu fais un doctorat, c'est censé être décidé d'avance. Mais moi, je suis pas supposé soumettre une thèse? Ben, en fait, oui, il faut que tu dises sur quoi tu veux travailler. Puis j'imagine qu'on va en parler. Moi, je travaille plus en adversité dans l'enfance, puis en anxiété, puis ce que ça peut faire sur le cerveau. Fait que le département te demande c'est quoi ta thématique. Fait que moi, je leur ai dit je travaille en adversité puis en anxiété. Puis après ça, ils te font comme confiance, ou en tout cas, ils font confiance à ton directeur de recherche. Ils font confiance à quelqu'un. Tu vas vraiment travailler là-dessus. C'est bon, on va chercher. Bonne chance. On s'occupe du reste, remplir les papiers. Maintenant, on va t'envoyer une note. Exact. Puis là, à la fin, tu soumets ta thèse. Fait que dans le fond, moi, je vais accoucher.
Je vais avoir un congé de maternité, puis en ta revenant... thèse sur laquelle tu travailles depuis 9 mois. Voilà, exact. Okay. Cool. Première thèse, deuxième thèse. Premier projet. Okay. Exact. C'est donc bien cool, ça. Oui, c'est ça. Puis t'as-tu hâte de finir ou rendu là? Parce que c'est combien de temps t'as fait donc t'as fait un bac, 3 ans? Après ça, tu fais une maîtrise? Oui, j'ai fait un bac 3 ans. J'ai fait une maîtrise pendant 1 an. Tu expliques que c'est le bac en psycho. Ouais. Après ça, ta maîtrise, tu choisis quoi? Comment tu fais pour sélectionner ça? Ben, en fait, la plupart des gens qui font un bac en psycho vont soit faire un doctorat directement après en psychologie. Puis c'est un peu compliqué, mais le doc en psycho, c'est particulier. C'est maîtrise-doctorat dans un programme. OK. Tandis que moi, j'ai choisi neurosciences dans lequel tu fais une maîtrise d'1 ou 2 ans puis un doctorat de 3 ou 4 ans, fait que ça revient au même. OK. Puis est-ce qu'ils font ça pour pouvoir envoyer des psychologues plus rapidement sur le marché du travail? Parce que c'est souvent le but final de faire un doc en psycho, c'est d'aller pratiquer? Ça prend 5 ans quand même, les cycles supérieurs. Par contre, ils font une thèse. Ils n'ont pas besoin de faire un mémoire de maîtrise puis ensuite de ça, une thèse de doctorat. Parce qu'en plus de ça, ils ont des stages cliniques. Il faut comme qu'ils apprennent à traiter des gens. Ça rajoute un petit stade de fait qu'ils centralisent toute l'éducation par rapport à ça sur les 5 années pour pas qu'il y ait de... Moi, j'arrive de cette école-là, moi, j'arrive de là, puis on est comme, OK, c'est quoi que t'as appris, c'est quoi que t'as pas appris, toi, puis... C'est ça. Okay, nice. Auparavant, ça prenait une maîtrise pour être psychologue. Fait que tu peux faire une maîtrise de 2 ans puis ensuite de centrer sur le marché du travail. Puis il y a quelques années, ça a changé. Maintenant, ils demandent un doctorat. Fait que... Ça fait pas longtemps que c'est ça? Ça fait peut-être une dizaine d'années. Un peu moins qu'une dizaine d'années. Je suis même pas au courant dans ma tête. T'as toujours pris un doctorat pour pratiquer. Il y a plusieurs psychologues qui pratiquent encore avec leur maîtrise, parce que je veux dire, ils leur ont pas dit « retourne à l'école ». Ouais, c'est ça, j'allais dire. Tu connais rien. Tout le monde qui t'a aidé, c'est de la merde. Ah, quoi? Oh, excusez. Non, c'est ça, fait qu'ils pratiquent avec leur maîtrise, mais maintenant, quand on veut être psy, il faut faire un doctorat à la fois de recherche comme je fais, puis en plus de ça, faire... tous ces stages cliniques, puis apprendre toutes les approches en psychologie. Savais-tu déjà que tu voudrais pas pratiquer ou tu l'as découvert pendant puis t'as fait je vais aller plus par là? Je l'ai découvert pendant parce que j'ai commencé à travailler pour Sonia Lupien, qui est ma directrice de doctorat, puis j'ai vraiment trippé sur la recherche, beaucoup plus que j'ai trippé sur mes cours qui étaient plus cliniques, fait que je me suis dit, c'est plus ma voie, tu sais, de faire de la recherche au travers de laquelle t'aides un paquet de monde. Ouais. Il y a un impact élargi parce que tout le monde part de ce que tu fais. Pour appliquer soit dans leur thérapie ou dans certaines pratiques ou dans certains programmes, finalement, d'aide versus aider un à un. T'sais, dans le fond, c'est juste 2 types d'aide. Ouais. Tu veux juste tellement aider que t'es comme pas de temps à perdre avec une personne. Mère Teresa. On va garocher ça à la gang. Non, je comprends. Mais c'est cool, je peux comprendre. Ça doit être plus stimulant aussi dans le sens où il y a certains cliniciens qui doivent juste souvent attaquer les mêmes enjeux parce que les clients arrivent avec leurs problématiques de vie qui sont probablement qui vont revenir d'un client à l'autre parce que tout le monde a tout le monde a relativement la même vie. Tu as des enjeux de dépendance, des enjeux de ta. Fait que ça doit être plus stimulant en recherche, j'imagine, parce que à moins d'avoir un cas en one-on-one que t'es comme je sais pas quoi faire avec puis je comprends pas. J'imagine que ça dépend de personnalité, parce qu'il faut être vraiment patient là, pour être thérapeute, parce que tu prends un petit enjeu, puis tu reviens là-dessus à chaque séance, puis même si tu sais ce que ton patient devrait faire pour aller mieux, puis tout ce qu'il devrait appliquer, tous les devoirs qu'il devrait mettre en pratique, c'est long le processus thérapeutique. Tu peux aller plus vite que lui. Non, exactement. Il faut qu'il accepte ces changements-là, puis il faut qu'il évite d'éviter de faire ces changements-là. Éviter l'évitement. Oui, exactement. C'est pas simple. Ça fait déjà peur. Tandis qu'en recherche, il faut être patient aussi, mais pour d'autres raisons. Juste parce que créer un projet de recherche, avoir les subventions pour le faire, les subventions gouvernementales pour mettre à bien ce projet-là. J'avoue, hein? Est-ce que tu es impliqué dans le processus de subvention ou tout ça, c'est quelque chose qui est géré par ton école ou l'université qui est là? En fait, le processus de subvention, c'est géré par le chercheur principal de l'étude. Fait que dans mon cas, c'est Sonia Lupien qui, elle, va faire rédiger les demandes de subvention au gouvernement. Fait que là, dans le fond, ce qu'elle va dire, c'est... Elle, c'est la chercheure principale. Ouais, exactement. Fait qu'elle, dans le fond, elle est directrice du laboratoire où je travaille, qui est le Centre d'études sur le stress humain. Puis elle... à une certaine récurrence, il faut qu'elle fasse des demandes au gouvernement pour avoir des fonds de recherche. Pour continuer. Pour continuer, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je travaille avec des hormones, par exemple. On mesure les hormones de stress dans la salive. Mais analyser un échantillon d'hormones, c'est 13 $. Fait que là, si tu as 150 participants, que tu prends une dizaine d'échantillons par participant, mais tu sais, c'est des projets qui vont coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars à effectuer. Fait qu'il faut que tu justifies que tu as besoin de ces fonds-là au gouvernement du Québec ou du Canada, par exemple. Mais c'est fou parce que souvent, on entend juste les gros montants. Ouais.
Tu sais, jamais j'en ai entendu qu'un échantillon, c'est 13 $. Ah, c'est ça. Mais là, on comprend. Mais là, je comprends mieux pourquoi ça peut coûter super cher. Puis le monde font comme, pourquoi on met de l'argent dedans? Il faut que tu dédommages les participants aussi, parce que, tu sais, c'est bien beau donner son corps à la science, mais les gens, ils vont pas se déplacer à l'hôpital où je travaille juste pour le plaisir de la chose. Tu sais, oui, il y a toute l'altruisme. Ouais, c'est cool. En plus, je travaille dans un hôpital psychiatrique. Super. Eh oui, ça, c'est divertissant. C'est inspirant. Fait que, tu sais, il faut les payer, ces gens-là. T'sais, on les paye une trentaine, une cinquantaine de dollars pour qu'ils viennent. Puis, tu sais... C'est les fameuses annonces, nous cherchons des candidats. Exact. Ah ouais. Puis on leur dit, vous contribuez à la science, mais des fois, c'est pas suffisant. Faut... Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Cool. Pour combien, mettons? Pour combien je contribue? Toi, tu contribues combien à moi pour que je contribue à la science? Exact. OK, quand même. Ouais, fait que ça coûte des sous. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est prouver au gouvernement que ton sujet d'étude est vraiment important. Puis que c'est un enjeu qui est actuel, puis qu'il y a des gros problèmes en ce moment auxquels on veut répondre avec cette question de recherche. C'est pourquoi on fait ça en ce moment. Ouais, exact. Puis Sonia, c'est un peu pour ça qu'elle fait aussi des chroniques à Médias Larges, puis que est-ce que c'est pour la même raison que je t'invite là, est-ce que ça vous aide à continuer d'avoir du financement, d'avoir une visibilité, disons, appelons ça médiatique, même si c'est mon salon là, mais d'avoir une visibilité, de diffuser votre message, d'en parler pour que les gens comprennent ce que vous essayez de faire, puis supportent ces initiatives-là. Au niveau des comités d'évaluation qui vont administrer les fonds de recherche, c'est censé ne pas avoir d'influence. Fait que c'est censé, que tu sois populaire en sciences ou que tu aies une certaine visibilité médiatique ou non, c'est censé faire aucune différence tant que ton sujet de recherche est d'actualité puis qui répond à une question qui est triviale pour l'instant. Par contre, ce que ça donne... Par contre, ça n'a pas le choix d'être comme basé sur ce que les gens veulent. C'est des humains qui t'évaluent, mais tu sais jamais c'est qui l'humain qui t'a évalué. Tu sais, c'est censé être complètement... Parce que sinon, il peut y avoir des chicanes en sciences. Là. Tu pourrais en vouloir un de tes collègues. Des chicanes en sciences? Ben oui, tu pourrais en vouloir un collègue qui t'a pas donné des fonds pour ton projet. Fait que tu sais jamais c'est qui t'évalue. Mais quand tu lis les commentaires, des fois, tu as une petite idée, tu sais, de ça pourrait être qui. Là. Fait que... Donc, comme dans tous les domaines... Y a-tu des histoires d'horreur de ça? Y a-tu des gens qui bloquent d'autres affaires? Ou ça joue-tu du coude en science parce que tout le monde se bat pour des subventions? Ben oui, ça joue du coude. Ben oui, ça joue du coude. Puis comme dans tout domaine compétitif... Les pompes à pénis gagnent tout le temps. Ben vraiment. Les recherches sur les pompes à pénis, c'est tout le temps en avant. Il y a des recherches à la mode. Il y a certaines années où... Et puis en ce moment, on est chanceux au centre d'études parce que le stress et l'anxiété, c'est des domaines qui sont à la mode parce qu'on est bien stressé puis on est bien anxieux. Fait que, il y a beaucoup de maladies qui vont découler de ce stress-là, de cette anxiété-là. Composer avec ça. Exactement. Fait que quand on veut justifier l'utilité d'un projet de recherche, on va jouer là-dessus, puis on y croit aussi, en fait. Là, c'est pas juste de la vente. C'est pas de la vente, c'est ça. Non, exact. On veut répondre à certaines questions. Tu sais déjà pourquoi c'est important, il faut juste que tu l'expliques à quelqu'un. Oui, exact. Okay. Non, c'est ça. Fait que, il faut que tu justifies ça par des statistiques, par des... du concret, exact. En fait. Ça, c'est cool. Puis est-ce que c'est frustrant... je fais un préambule à tout ça, là, après ça, on va rentrer dans la tortue. Est-ce que c'est frustrant, justement, de voir ce phénomène-là, la mode, en fait, des parce qu'il y a des causes qui sont à la mode aussi. Il y a cette espèce de vibe-là en ce moment, comme on parlait, quand tu es venu avec Jasmin, on parlait d'intimidation, puis on en parlait un petit peu avant l'épisode. Le mot intimidation, il y a eu une mode de ça. Il y a eu une mode que c'était un buzzword, puis tu disais ça, c'est comme, c'est le sujet de l'heure, fait que tout le monde qui parle de ça, c'est comme, oh mon Dieu, mais tu es en train de sauver le monde, alors que c'est un enjeu sur 1000, mais que c'est celui-là qui a la lumière. Est-ce que c'est frustrant quand tu es en recherche, puis que il y a quelque chose qui te fait de l'ombre comme ça, puis t'es comme... J'imagine. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je fais de la recherche, ça fait juste 8 ans, puis moi, depuis que j'en fais... Juste 8 ans? Non, mais je veux dire... God! Le monde y en fait pendant 40 ans. Oui, je sais bien, là, mais... Je cherche les affaires que j'ai faites pendant 8 ans consécutifs, puis... Et où même temps? J'ai ça. Ok, 8 ans, quand même. Tu sais, ça fait pas longtemps, quand même, que je fais de la recherche, puis depuis que j'en fais, le stress, c'est à la mode. Fait que, tu sais, si tu me poses la question, est-ce que c'est frustrant? Pour moi, je l'ai pas vécu encore. Mais je ne doute pas qu'à un moment donné, le monde va être tanné d'entendre parler de stress. Parce que c'est des modes, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, la Fondation pour le cancer du sein, pendant un certain temps, tu sais, c'était comme on donne. Puis là, les gens, ils ont l'impression qu'ils donnent toujours pour les mêmes causes, tu sais. Fait que, absolument. Et tu sais, à un moment donné, entendre parler de stress, ça risque de devenir plus... Je le sais que j'ai envie du stress, mais on peut-tu arrêtez de m'en parler, ça m'énerve. Parle-moi de quelque chose de positif, tu sais. Fait qu'on essaye dans notre recherche de rester le plus
optimistes possibles au travers de nos messages. Puis ça, je te dirais que c'est quelque chose qui est difficile à faire dans les médias. Tu sais, de convaincre que le stress, ben il y a une utilité à ça, là. Je dirais... C'est super optimiste, ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'on essaye de rendre ça... En fait, de démontrer qu'il y a des points positifs au stress, puis même à l'anxiété dans certains cas. Là, ben est-ce que, rentrons un petit peu dans le sujet tranquillement. Est-ce que, dans le fond, ces systèmes-là d'anxiété et de stress, s'ils sont là, si le corps les a, le cerveau les a, est-ce que... Parce qu'à quelque part, justement, il y a une utilité. Oui. Sinon, il n'existerait pas, ces systèmes-là. Il n'y a rien dans le corps qui est là juste pour, j'allais dire, juste pour te faire chier, puis j'allais dire, oui, l'intestin. Mais il n'y a rien... À part ça. Oui, mettons, il n'y a rien dans le corps qui est là juste pour te nuire, juste moins d'avoir un... À part l'appendice, on n'est plus ouais, c'est ça. Mais tu sais, des restants de... Oui. Je peux comprendre les restants de l'évolution de, mettons, notre coccyx, si je ne me trompe pas, était l'attachement d'une queue qu'on a déjà eu quand on était des primates. Ça serait logique. Je pense que oui, j'ai déjà entendu ça. Je peux comprendre que l'humain évolue pas rapidement, génétiquement parlant, donc ça se peut qu'on ait des restants d'affaires, mais ça, c'est-tu encore... Ben, c'est selon la théorie de l'évolution qui est celle avec laquelle on travaille le plus en stress, oui. En fait, l'idée derrière ça, ce serait que dans le temps des hommes de Cro-Magnon, là, si on se ramène à il y a très très longtemps, on avait besoin d'un système qui nous permettrait de faire les deux seules choses que tu peux faire devant une menace, combattre ou fuir. Puis dans les deux cas, c'est les deux seules options. Tu combattes ou que tu fuis, tu as besoin d'énergie. Tu es d'accord avec moi? Tu cours vers la menace ou contre la menace, tu as besoin d'avoir une augmentation d'énergie. Puis le système de stress, c'est exactement ce qu'il fait. À chaque fois que tu es stressé, il augmente le glucose dans ton sang. Puis le glucose, c'est ton énergie, c'est ton carburant. Fait que le système de stress, c'est à ça qu'il sert. Puis il fonctionne encore de la même façon aujourd'hui. Qui fonctionnait des hommes de Cro-Magnon. Exactement. Là. Dans le temps, c'était pour les mammouths, mettons. Puis aujourd'hui, ben même si on est en 2018... Parce que tu as reçu un email. Ben c'est ça. Parce que tu as perdu ton téléphone. Oui, c'est ça, exactement. Tu ne trouves pas de place de stationnement. Le cerveau, en fait, il cherche les mammouths, puis il les trouve. Fait qu'à chaque fois qu'on a une réponse de stress, qu'on appelle, qu'on sent qu'on mobilise de l'énergie, c'est parce que notre cerveau, il se dit « Ah, t'es menacé en ce moment. Ouais, ça se peut que tu meurs, fait que je te donne de l'énergie. » Donc ça, est-ce que c'est dû à le fait que justement la société a changé plus rapidement que le corps et l'humain a évolué, ce qui fait que ces signes-là existent peut-être plus, mais le corps est encore... Probablement. Puis en fait, le système de stress a encore certaines utilités. Un, quand tu es vraiment menacé. Là, je sais pas, tu traverses la rue, il y a une déneigeuse qui arrive super rapidement. Tu as besoin de mobiliser de l'énergie pour partir en courant. Ouais. Fait qu'on en a encore besoin. On en a moins besoin qu'avant, dans le sens où on est en... On est moins grande en survie, sécurité, là. Je veux dire, ça va bien. Là. On n'est pas en temps de guerre, on n'est pas en temps de crise. Fait que toute cette énergie-là, on n'en a probablement pas besoin autant qu'avant. Par contre, elle va nous servir à faire différentes choses. Okay. C'est le stress qui t'aide à te lever le matin. Là. À tous les matins, tu as une augmentation des hormones de stress qui se fait automatiquement, puis c'est ça qui t'aide à sortir du lit et à affronter la journée. Ah ouais? À chaque fois que tu sécrètes des hormones de stress, si tu en as juste la bonne quantité, ça augmente ta mémoire. Fait que, OK. Le corps s'est adapté. On utilise les hormones de stress pour d'autres choses. On en a encore besoin de ce système-là. Mais le matin, j'essaie juste de comprendre. Le matin, il y a des hormones de stress qui sont sécrétées parce que tu penses à ta journée, parce que tu anticipes, puis t'es dans le... C'est quoi déjà? On m'avait déjà dit angoisse, c'est comme plus des peurs, puis c'est le passé, puis anxiété, c'est l'avenir, quelque chose comme ça. En fait, anticipation, c'est plus la crainte du futur, quand tu anticipes, tandis que la rumination, c'est plus quand tu te ressasses des événements du passé. OK, fait que angoisse et anxiété, c'est pas là-dessus. Ben, angoisse et anxiété, c'est des termes qui ressemblent beaucoup à anticipation. Tu sais, on met ça dans la même petite boîte. OK, mais c'est... Quand on dit angoisse et anxiété, on parle-tu de la même chose? Ou... Ben, c'est des terminologies qui... en science, veulent dire des affaires différentes. Là, okay. Mais dans le langage commun. Ouais. Mettons qu'on parle en science, ça veut dire quoi? Okay. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est vraiment là. Let's go deep. Là. Genre, moi, je veux tout savoir ce que. Les angoisses, en général, ça va être plus quelque chose de cognitif. Là, fait quelque chose qui se passe entre les deux oreilles. Tu vas avoir, justement, on va jouer sur l'anticipation. Angoisse et anticipation, ça se ressemble beaucoup dans la sémantique scientifique. Tandis que l'anxiété, ça va être plus le processus neurobiologique derrière ça. Fait que l'anxiété, t'en as différents degrés. Tu peux avoir, par exemple, un trait de personnalité anxieux. Il y a des gens qui naissent de même. Donc, il y a une certaine proportion de la population qui vont naître anxieux. Puis ça, c'est des gens qui vont avoir un cerveau qui va être un hyper-détecteur de menaces. Fait que ça, c'est du monde, là, dans le temps des hommes de Cro-Magnon, qui auraient détecté les mammouths, même s'ils étaient tout petits, puis cachés dans le fond du champ. Ils vont les voir en premier, puis ils vont avoir une réponse de stress. Ça va augmenter l'énergie. Absolument. Mais ça, il y a un coût à ça. Parce que des fois, il n'y a pas de mammouth, mais tu l'as vu quand même.
Parce que ton cerveau il est hyper sensible. Okay. Ça, c'est un trait de personnalité anxieux. Fait que de nos jours, ce à quoi ça va ressembler, ben, on va anticiper beaucoup qu'il se passe quelque chose dans notre journée. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai un rendez-vous, mais là, peut-être que je me trouverai pas de stationnement. Fait que là, je vais partir 2 heures à l'avance juste au cas où je trouve pas de stationnement. Parce que là, tu t'imagines si je suis dans le centre-ville puis je fais le tour de l'établissement 6 fois puis que je manque mon rendez-vous, puis etc. Ça, c'est de l'anxiété qui est un trait de personnalité dans le sens où ça va pas nécessairement te rendre malade, mais ça se peut que ça te rende inconfortable. Ouais, parce que tu vis tout le temps dans l'espèce de « Ah, je vais rater, tu vis dans le futur beaucoup, puis en fait... Est-ce que c'est pour ça que... C'est parce qu'on parle de survie que les scénarios qu'on se fait sont toujours négatifs? Parce que, tu comprends ce que je veux question. dire? Ouais. Cette anxiété-là de « Ah, mon gars, il va se passer ça », puis là, tu penses à... Ouais. C'est genre, rarement tu fais « Ah, ça va être merveilleux », puis genre, en effet, je vais gagner le gros lot. Pour le cerveau, ce qui est pertinent, c'est ce qui est menaçant. C'est ça. Parce que c'est ça qui fait en sorte que ça va promouvoir notre survie. Fait que ton cerveau est pessimiste. C'est plate, hein? Mais il y a des gens qui, à prime abord, sont beaucoup plus résilients que les autres puis qui vont avoir tendance à, justement, voir du positif dans toutes ces situations-là. Eux, ils meurent en premier. Super... Eux, le mammouth, ils essaient de le flatter, puis ils se font manger. C'est ça, pendant que moi, je suis en arrière en train de courir. Avec ton harpon. Avec mon harpon. Mais en fait, la personne résiliente, elle a comme tous les points positifs. C'est tannant. Parce que la personne résiliente, elle va être capable de combattre son mammouth. Elle va pas le fuir. Elle va le combattre plus souvent qu'autrement. Puis même si ça se passe pas bien, elle va être capable d'en tirer une interprétation positive. Fait qu'elle va être capable de se dire « Ah, ben tu vois, j'ai perdu mon bras dans cette bataille-là, mais... » Ouais, par exemple, la prochaine fois, je vais savoir comment m'y prendre. Ouais. Puis ce pas avec le bras droit. Ouais, genre, je peux plus. Okay, mais cool. La prochaine fois, je vais pouvoir adopter telle stratégie. Ou en fait, ouais, cette situation-là m'est arrivée, mais c'est moi qui n'étais pas au bon endroit au bon moment. T'sais. Fait que Y a-t-il beaucoup de gens comme ça? Non. Puis ce qui est tannant... non, ben en fait... C'est une vision, moi, que j'aime beaucoup. C'est une vision que je partage. Oui, c'est très... En fait, c'est difficile à étudier, ce qu'on appelle la résilience, parce que tu peux pas étudier ça en amont. Tu sais, tu peux pas dire, OK, toi, t'es une personne résiliente, fait que, puis qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi t'es résilient? Tu peux pas faire ça. Puis là, je m'explique. Les résilients, là, tu sais juste qu'ils sont résilients une fois qu'ils sont passés par un paquet d'adversités, mais qu'ils sont encore en santé. Oui, j'ai un ami de même. Ouais, c'est ça. Fait fait dire par son rappeur, genre, t'es la personne, je comprends même pas que tu sois qui tu es aujourd'hui avec ce que t'as vécu. Puis moi, je travaille en adversité dans l'enfance, fait que je vois du monde là, qui ont vécu là, la guerre, leurs parents se sont fait tuer devant eux, se sont fait abuser sexuellement toute leur enfance, ils vivaient dans la pauvreté, se sont fait intimider, tu sais, tous les scénarios auxquels tu peux t'attendre, puis sont assis dans mon bureau, puis on jase, puis sont président d'une compagnie, ils gagnent 150 000 par année, ça va super bien, ils ont des enfants, ils leur enseignent les bonnes valeurs, tu sais, ça, c'est quelqu'un de résilient. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu passer au travers de tout ça, puis de s'en sortir? Ben, j'ai juste des mesures rétrospectives. Fait que je peux juste demander comment tu te sentais à ce moment-là. Mais ça peut être biaisé par un paquet d'affaires. J'ai pas pu le suivre. C'est ses souvenirs, tu peux pas... C'est ça. Exactement. C'est obligé de passer à travers son filtre. Ça a été teinté par l'adversité. Fait qu'à la base, j'ai une mesure qui est confondue là-dedans. Là, fait que c'est dur à étudier la résilience. On peut juste regarder ça puis dire wow! Juste good job, c'est vraiment ça. Bravo! Mais la psychologie, justement, ça doit être... Ben, la neuroscience, ça doit être vraiment difficile, justement, d'étudier plein de trucs comme ça parce que, à moins d'avoir... mettons, des patients qui... puis là, je dérive un petit peu, mais des patients, mettons, qui ont des conditions qui distorsionnent la réalité sans le savoir. Ces gens-là vont quand même chercher de l'aide. Il y en a qui vont chercher de l'aide pareil. Mais comment un professionnel fait pour réussir à passer par-dessus, comme trier, sachant que la source d'information est biaisée à la base? Ben, elle est biaisée chez tout le monde. On a tous des biais cognitifs qui font en sorte qu'on va rapporter certaines informations alors qu'on ne rapportera pas autre chose. Fait que, mettons, toi, qui dis « Ah, je suis anxieux », mais ça se peut qu'en ayant une discussion avec un thérapeute, tu aurais beaucoup plus de rapports négatifs de ce qui pourrait se passer dans l'avenir versus positif. C'est un trait un biais cognitif, c'est une propension à aller dans une vers une direction versus une autre. Fait qu'on a toutes ces tendance à voir toujours les choses comme ça, toi, exact. mettons. Puis, tu sais, un individu qui aurait une personnalité plus déprimée,
ben, il va avoir tendance à rapporter beaucoup de négatifs dans ce qui s'est passé dans le passé. Fait que, mais mon père était jamais là, puis ma mère était pas fine, puis etc. Puis son frère jumeau, qui a vécu dans le même environnement, mais qui est pas déprimé, pourrait dire « Mais mon père, c'était écœurant, il nous amenait en aventure, puis ma mère, je veux dire, elle nous critiquait, mais c'était pour nous améliorer, puis etc. » C'est vraiment une question de comment ils le perçoivent. Comment ils l'ont perçu, exact, puis comment ils le perçoivent aujourd'hui. Fait qu'on a toutes ces traits-là différents. Fait que le rôle du thérapeute, c'est vraiment de prendre l'information, puis connaissant le patient, connaissant ses tendances, ben c'est d'essayer de rendre ces affirmations-là plus neutres, finalement. Sans dire, ben là, tu pousses ta là, t'exagères. Tu peux pas aller là, parce que sinon, ton patient s'ouvrira plus. Oh, oui, ça, tu vas le faire. Mais... hey, te faire chicaner par ton psy ou genre... Ben non, tu y retournes plus. Tu y retournes plus. Mais t'es-tu pas décrissé? T'es-tu pas genre à terre, tu sors du bureau, t'es comme... Ouais. Qui faut que j'appelle, là? Oui. T'étais la dernière personne. Ouais. Genre, aïe, ça doit être rough, ça. Ouais. OK. Non, fait que toi, tu travailles en adversité à l'enfance, puis la résilience, c'est un trait qui est... C'est inné, là. Ben, en fait, c'est une bonne question à laquelle j'aimerais ça, vraiment répondre. Qu'est-ce que vous savez en ce moment là-dessus? Ouais. Ben, il semblerait que ce soit une interaction toutes les questions que tu vas me poser, je vais te dire, c'est une interaction entre la biologie et l'environnement. D'accord. Parce que quand on le sait pas trop, c'est ça qu'on dit, hein? Il y a des études qui démontrent qu'il y aurait peut-être certains gènes associés à la résilience, entre autres l'absence de gènes qui prédisposent à la maladie mentale. Ce serait un trait de résilience. Parce qu'il y a certains gènes qui te prédisposent, par exemple, à souffrir de dépression, de bipolarité, de schizophrénie, etc. Fait que si t'as pas ça, ben... T'as pas la catégorie dans laquelle on peut dropper, fait que tu fais tu restes dans cette pièce-là, finalement. Là. Ben, c'est ça. Puis il y a aussi mais ce qu'on peut mesurer, c'est par exemple ta capacité à te relever après un échec. Fait que là, on va demander aux gens, en général, c'est des questionnaires qui sont validés pour mesurer la résilience. On va leur demander, en général, quand il t'arrive quelque chose d'adverse là, ou de super stressant, quel énoncé correspond le plus à toi? Puis là, ça pourrait être je me terre dans mon lit puis je vais pleurer pendant quelques jours. B, C, D, E. Puis E, c'est je me relève rapidement puis j'essaie de trouver une interprétation positive à cette situation-là. OK. Ça va être quelqu'un qui est plus résilient. Mais bien entendu, il y a de la désirabilité sociale là-dedans. Là. Fait que les gens vont avoir tendance à se définir plus positivement que négativement, même via un questionnaire. Mais ça, c'est intéressant le terme que tu viens de dire. Ouais. Désirabilité sociale. On en a pas souvent parlé, ça. Je pense que j'ai compris à peu près c'est quoi, mais... Mais en fait, la désirabilité sociale, c'est ton besoin que les gens aient un regard positif envers toi. Fait que ça, mettons, on va dans un bar, je sais pas, on sort avec des amis, c'est rare qu'on va arriver là puis qu'on va être comme, ma vie c'est rough, puis surtout quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Là, oui, tu veux exactement. Les premières dates, toute cette game-là, t'as juste le beau jusqu'à temps que un beau jour, le lait sort à m'amener. Oui, rapidement. Oui. Puis en sciences, c'est la même chose. Les gens, il y a cette désirabilité-là qui fait en sorte que les participants, souvent, ils vont vouloir se faire voir comme étant très positif puis comme étant le plus parfait possible, même au travers des questionnaires. Fait que, ça va être dur à gérer, ça, à l'interne. Oui, c'est difficile à gérer. Fait que c'est pour ça que souvent, on va utiliser plusieurs mesures pour mesurer la même chose. Fait que, il y a comme des questions pièges, puis on va essayer de détourner cette tendance-là chez les participants. Puis une des techniques, c'est justement de ne pas leur poser la question directement, mais plutôt via un questionnaire, puis on leur dit... Comme ça, ils sont pas face à un autre humain qui pourrait essayer de se positionner. Puis on leur dit qu'à partir du moment où ils remplissent ça, ils deviennent un numéro pour nous. Là. Fait que dans le fond, sur le questionnaire, ça va pas être écrit Catherine, ça va être écrit 11. Il faut faut que tu les dises. Faut que tu leur... t'es convaincu. C'est comme ça que tu te débarrasses de toutes ces... Que t'essayes. Ouais, OK. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que... mettons, tu peux voir un patient qui tu fais OK, ça c'est un gars qui est vraiment résilient, c'est une fille qui est vraiment résiliente. La dose de déni là-dedans est où? Est-ce que tu dois évaluer ça? Tu sais, dans le sens où tu me nommais le cas de quelqu'un qui est rendu PDG, super belle vie, super heureux, super bien. La dose de parce que j'ai comme tassé des affaires puis tu sais, je suis stable. Résilience versus évitement, mettons. Genre, tu vois, c'est ça. Parce que la ligne doit être mince entre les deux. Là, des fois,
Dans certains cas, oui. En fait, les gens qui utilisent beaucoup l'évitement, ce qui arrive, c'est que souvent, ça va ressortir au niveau biologique. Fait que, tu sais, ça se peut que si je leur fais remplir un questionnaire sur la dépression ou si je mesure leur symptomatologie anxieuse, je remarque rien. Ça a l'air de bien se passer. Mais là, si je mesure leurs hormones de stress, par exemple, bien là, je vais voir que, mon Dieu, ils sécrètent des hormones de façon très élevée toute la journée, ce qui est anormal, finalement. Là. Ou bien, il y a une autre mesure qu'on peut prendre, puis là, attache-toi-tu, la charge allostatique. Ça, en fait, c'est une mesure de stress qu'on utilise en recherche simplement. Là, fait que vous pouvez pas vraiment aller chez le médecin puis dire « J'aimerais ça que tu mesures ma charge allostatique. » Il pourrait le faire, mais il le fera pas. Mais la charge allostatique, dans le fond, c'est fondé sous le principe que quand tu as un système qui est dérégulé, au niveau biologique, ben il y a plein d'autres systèmes qui vont eux aussi prendre le bord. Parce que tout le monde travaille en équipe, tu sais. Fait que si ton système de stress, fait que tes hormones sont super hautes, ben il y a fort à parier qu'à un moment donné, ton système immunitaire va moins bien fonctionner. C'est pour ça qu'après une période de grand stress, souvent il y a du monde qui tombe malade. Qui tombe malade, exactement. Ton système reproducteur aussi, ça se peut qu'il fonctionne plus aussi bien parce que là, ton cerveau, il se dit « Hey, t'es entouré de mammouths, t'as pas le temps de te reproduire, toi, là. » T'as pas le temps d'en faire d'autres. On va se calmer. Hein? Fait que les hormones sexuelles diminuent. Là, ça se peut que ton glucose soit trop élevé, parce qu'en situation de stress, le glucose est super élevé, tu sais, on veut de l'énergie. Fait que la charge allostatique, c'est juste de compter le nombre de systèmes qui est dérégulé. Ah, c'est super intéressant. Si, mettons, quelqu'un qui est stressé chroniquement, ça se pourrait qu'il y ait une charge allostatique de 23. Ça veut dire qu'il y a 23 marqueurs, là, comme le glucose, etc., qui sont trop élevés ou trop bas. 23, c'est dans le fond, c'est le nombre de systèmes qui sont affectés par... Exactement, oui. Fait que c'est une mesure qu'on utilise en recherche, là. Fait qu'on prend une prise de sang chez un participant, puis on a des normes, là. Fait que, tu sais, pour le glucose, tu devrais être tant et tant. Si tu es à l'extérieur de ça, on te donne 1 point. OK. C'est comme des petits morceaux de robot, mais pour la charge allostatique. Fait que quelqu'un qui, par exemple, nous semble très résilient parce qu'il nous dit ça se passe super bien, etc., mais qui vit du stress chronique, ben quand je vais mesurer sa charge allostatique, elle va être beaucoup plus élevée que quelqu'un qui est résilient, finalement. Fait que tu vas le voir. Je vais le voir. Tu vas réussir à... Parce que c'est ça qui me fascine, c'est de réussir à passer par-dessus la personnalité de la personne pour réussir à comprendre vraiment c'est quoi son affaire, sachant que tu as les infos qu'il te donne, puis exact. Il faut qu'il te parle sans savoir qu'il te parle un peu, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais... T'apprends plus sur comment il parle que ce qu'il dit, quasiment. Exactement, surtout quand tu passes par la bio, puis une autre chose aussi, c'est que ça se peut que quelqu'un ait vécu énormément d'adversité, puis quand je prends des mesures chez lui à 23 ans, ça se passe super bien, il est à l'école, il y a une blonde... il est bien, il est heureux, etc. Je mesure sa psycho au niveau des symptômes, il a l'air correct. Je mesure sa biologie. C'est un peu bizarre, mettons, ses hormones de stress sont un petit peu plus élevées, mais c'est pas si pire encore. Malheureusement, ça se peut que si je reprends les mêmes mesures 5 ans après, là, il soit déprimé. Fait que ça se peut qu'on mesure cette personne-là, finalement, juste pas à temps. Juste pas, OK. Ouais, tu sais, puis qu'au fil du temps, il y a des symptômes qui se... Puis ça, est-ce que ça se voit pas, ça s'identifie pas, c'est-tu évitable, tu sais? Lui, il faut que dans sa vie, à lui, il fasse ce qu'il a à faire pour s'aider et rester. C'est pas magique, là. Non, c'est ça. Souvent, le monde, quand il participe à nos projets de recherche, il aimerait ça qu'on leur dise comment ils se portent. Qu'on leur dise tes hormones ressemblent à ça, tes questionnaires... ça va bien, c'est correct, là, t'es pas encore si pire que ça, mais on peut pas faire ça dans le sens où c'est pas des outils cliniques qu'on utilise, c'est vraiment des outils de recherche pour comparer des groupes entre eux. Par exemple, si j'ai un groupe qui a vécu de l'adversité, sont où ses symptômes dépressifs par rapport à un groupe qui en a pas vécu. Fait que c'est des mesures qui sont validées pour ça, et non pour établir un diagnostic, donc on donne pas de résultats finalement quand... Ça, c'est un bug en ce moment, c'est comme ça semble être comme... J'imagine qu'il y a des frontières, là, dans le sens où vous êtes rendu à les choses qu'on sait, avec certitude, les choses qu'on essaie de découvrir. Là. Mais là, je veux pas m'en aller dans toutes les directions, ma tête a fait ça. Là, fait que tu disais, il y a les gens qui ont tendance à être anxieux, les résilients, puis t'as-tu d'autres types de... Il y a des gens qui sont malades. Fait que dans le fond, t'as des gens qui ont un trait de personnalité anxieux qui vont justement voir le petit mammouth dans le fond du champ, rapidement. C'est des hyper détecteurs de menaces. Ça, en général... c'est un trait de personnalité, bien que ça puisse t'amener des humeurs dépressives ou anxieuses un petit peu plus souvent que les autres, t'es en santé. Mais ça, c'est une autre affaire que anxieux du début, là. Le trait de personnalité anxieux, non, c'est la même chose. OK, tu remets... c'est bon, je le remets en contexte. Parfait. Fait que t'as le trait de personnalité, au contraire, t'as des gens qui sont très résilients, puis
à l'autre bout du continuum, tu peux avoir une pathologie qui est anxieuse. Okay. Puis dans ce cas-là... Pathologie, ça, j'oublie tout. Je sais que c'est niaiseux. C'est un désordre. Il y a des mots, là, des fois, que je fais. C'est quoi déjà? Ah non, mais c'est tout qu'un jargon, là, je te comprends. Ouais. Fait que pathologie, dans le fond, c'est une maladie. Fait que c'est un mot simple, pathologie, mais Ouais. je veux pas assumer que c'est genre une bactérie ou quoi. Non, c'est une pathologie. maladie. Ouais. Dans le fond, tu peux avoir une pathologie physique, comme Okay. des malaises cardiaques, ou une Okay. pathologie psychiatrique, comme l'anxiété, qui est, tu as le trait de personnalité anxieux, mais en plus de ça, tu peux avoir des symptômes physiques importants, comme faire des attaques de panique, le cœur qui palpite, Okay. des sudations intenses, la peur de mourir, puis tu as des difficultés à fonctionner au quotidien. Okay. Est-ce que c'est ça le tag, le trouble d'anxiété généralisée? Trouble d'anxiété généralisée, c'est un des troubles anxieux. Okay. Fait que t'en as plusieurs. Tu peux avoir une phobie spécifique, mettons, avoir peur des araignées. Ça, c'est un trouble... peur, là. Ouais. Une phobie, tu sais, qui t'empêche de fonctionner. Tu veux pas sortir dehors parce que t'as peur de voir une araignée. C'est maladif, là. C'est comme Ça, l'agoraphobie. c'est une phobie. Ouais, exactement. Agoraphobie, c'est un autre type de phobie. Fait que toutes les phobies sont dans des troubles anxieux. OK? Ouais. Puis tu as aussi le trouble d'anxiété généralisée, qui est le plus commun, je te dirais, des troubles anxieux. Puis là, c'est un peu compliqué parce qu'avant, c'était dans les troubles anxieux. Maintenant, ça l'est plus. OK. Mais c'est Ouais. très similaire quand même. Là. Il y a le trouble de stress post-traumatique aussi, OK, ouais. qui va être dans ce continuum-là. Fait que le fait d'avoir eu peur de mourir à un point tel que ça va te suivre... Toute ta vie. Ben, pratiquement, tu sais, si on n'applique pas un traitement, oui, là. Puis pourquoi ils l'ont... Ça a été enlevé? Est-ce que En fait, il y a un livre diagnostique qu'on utilise pour classifier les pathologies qu'on appelle le DSM. Oui, qui est le DSM-5, ça se peut-tu? Oui, le DSM-5, Ouais. c'est le nouveau DSM. Okay. Puis maintenant, ils ont vraiment changé la formule. Avant, fallait que tu correspondes à un certain nombre de critères pour avoir une pathologie. Fait que, mettons, tu as des difficultés à fonctionner à cause de ton anxiété. Tu as, je sais pas moi, des troubles physiologiques liés à ça. Tu as été exposé à tel événement, etc., etc., etc. Si tu as 4 des critères sur 8, on te donne un diagnostic. OK. Dans le DSM-5, c'est différent. Il va plus sur des gradients. Fait que, tu sais, des gradients Okay. de à quel point tu fonctionnes. Et donc, dans cette optique-là, ils ont comme réorganisé comment les troubles mentaux devraient être catégorisés. Puis le trouble de stress post-traumatique a gagné à la loterie puis a été Il était sorti de là. classé ailleurs. Mais en recherche, on a tendance à encore le considérer comme Puis étant j'imagine que les gens qui recherchent, qui font de la recherche sur le PTSD... oui, ils se considèrent doivent- encore comme nos amis. ils doivent regarder ce que ouais. vous faites pour savoir. Ils font Ouais. pas comme... Non. Non. On est plus que les autres, ça a l'air. Non, en effet, là, Ok. parce que les symptômes sont tellement similaires à d'autres troubles anxieux qu'on a tendance à les associer encore. Là. Puis toi, dans les recherches que toi tu fais précisément, est-ce que c'est sur tous les types? C'est sur... Comment ça fonctionne, genre? Toi, Moi, tu te concentres sur quoi? Qu'est-ce qui... J'ai fait de la rébellion, puis je me suis dit, moi, là, je veux travailler avec les gens en santé. Moi, je veux les pogner avant qu'ils soient malades. Fait que moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais recruter des gens qui fonctionnent très bien, donc qui sont résilients ou qui vont peut-être tomber malades éventuellement. OK, mais ça, on le sait pas. L'avenir nous le dira. Je veux dire, tu peux pas identifier ça. Non, je peux pas, à moins que je rappelle tous ces gens-là dans 10 ans, ce qui pourrait être fait pour voir comment ils fonctionnent à ce moment-là, ce qu'on appelle une étude longitudinale, là, parce qu'on Ok. les voit plusieurs fois à travers le temps. En ce moment, je ne le sais pas. Puis moi, ce que je vérifie, c'est si chez ces gens-là qui ont été exposés ou non à des environnements adverses durant l'enfance, mais qui fonctionnent bien, fait que ça veut dire qu'ils sont pas encore anxieux, ou ils sont pas anxieux, ils sont pas déprimés, ils n'ont pas de troubles de stress post-traumatique, Ok. ils n'ont pas de consommation de drogue ou d'alcool problématique, qui est aussi un impact de l'adversité durant l'enfance. Là. OK. Fait que je Les prends des gens- dépendances, tu veux dire? Ouais, les dépendances. Fait que je prends des gens qui sont en santé, puis je vérifie si cognitivement parlant sont différents. OK. Fait qu'est-ce que ça fait en sorte que, par exemple, comme on disait un peu plus tôt, ils vont détecter des menaces plus rapidement? Est-ce qu'ils vont avoir des biais cognitifs? Est-ce que leur cerveau, finalement, globalement, fonctionne différemment? Wow. OK, cool. Puis à date, est-ce que ça fait combien de temps que Ouais. tu commences-tu à tirer un peu des conclusions? T'as-tu découvert des affaires là-dedans pour l'instant? Oui, mais en fait, ça, c'est un gros projet qu'on a fait sur 2 ans. OK. On a recruté plusieurs personnes. Quand tu dis on, c'est le département, donc avec Ouais. Sonia. Ben c'est ça, je dis on parce que j'aime pas ça dire je. Mais pas moi qui fait tout. Mais Mais c'était je pas comprends ce que tu veux dire. C'était pas mon argent. tu Ouais. sais. C'était l'argent des contribuables. Fait que on. On a fait ça, gang. Bravo, Bravo. tout le monde. Bravo pour ce qu'on a fait ensemble. Fait C'est que- elle qui va nous le dire, là, mais on a tout fait Je vais ça. vous résumer ça. C'est Fait quoi que- déjà qu'on a fait? Nous.
Fait que dans le fond, oui, on remarque des différences. Puis ce qui est vraiment cool, mais moi je trouve ça vraiment cool, tu me dirais si c'est pas tant cool. Là. Ah, c'est sûr que c'est cool. C'est déjà très très cool. Ouais. Les enfants, ils n'ont pas un cerveau complet. OK. Il y a des structures cérébrales. C'est sûr, tu as déjà vu marcher. En fait, On pas capable. J'ai déjà vu se gérer. Tout court! Ouais, pas un humain, Ouais, ça. Il est pas fini. Tu sais, un enfant, là, quand ça a une mauvaise journée, ça va faire des crises de bacon. Là. Ouais. Puis ça va... Mais nous autres aussi, des fois, on aurait le goût de Ouais. faire une crise de bacon. Tu sais, quand ça va pas bien, là, Ouais. puis on a envie de décompenser. Ben, ouais. Mais on le fait pas. Tu sais, parce qu'on on s'inhibe, puis on essaie de gérer. Ouais. Mais ça, c'est parce que les adultes, on a un cerveau complet qui nous permet de le faire. Tu sais, qui nous permet de nous réguler. Les enfants, ces régions cérébrales-là, ils les ont pas encore. OK? Tu savais pas dit ça dans l'épisode Oui, avec ça se Jasmin? peut qu'on en ait parlé avec Ouais, Jasmin. c'est Je cool, me rappelle ça. pas dans quel Je veux contexte. juste être sûr si c'est Oui, ça. L'affaire, oui. c'est-tu le front, Oui. frontal, l'ombre, Oui. frontal... Lobe. Lobe, merci. Frontal, qui se développe genre à 5 ou 8 ans. Genre. Ça commence à se développer à 8 ans. T'es C'est fort, ça. très fort. C'est Ouais. ça. Puis ça fait que c'est pour ça qu'avant ça, c'est des Ouais, enfoirés. avant Puis 8 ils sont ans. juste comme moi. Ouais. Oui, puis ils sont Genre. pas capables de se réguler. Tu sais, je veux dire, leur petit frère veut leur camion de pompier, puis c'est comme... À moi! Ce qui est lourd avec mes jouets. Ouais. Ouais, tu sais, parce qu'ils Ok. n'ont pas leur frontal. Fait que c'est pour ça que les parents, jusqu'à 8 ans, ils jouent un rôle de lobe frontal sur pattes. Tu sais, c'est eux qui vont aider l'enfant à... Non, Jérémy, on fait pas ça. On fait pas le bacon, on demande, on exprime son besoin. Il faut que tu le conditionnes avant que lui-même soit en mesure de se gérer Oui, tout seul. parce qu'on est exigeants, les humains, là. Ouais. Tu sais, les animaux, ils n'ont pas ce problème-là, eux autres. Ils n'ont pas encore leur lobe frontal, mais c'est correct, la personne les ennuie avec ça. Là, Ouais. nous autres, il y a tellement de normes qu'il faut qu'on ait un frontal avant le temps. Tu comprends? J'avoue, Fait ça que- cause-tu des stress? J'imagine que tu sais travailles avec des enfants. Fait que, Ben, pas je travaille avec juste, des là, adultes, mais qui ont vécu des choses ça. étant enfants. Ouais. OK, donc tu t'es pas... mettons, tu vas pas avoir des patients que c'est des enfants de 8 ans, puis Non. évaluer si déjà ils ont des tendances ou pas, ou... Non, parce que j'assume pas le fait qu'il faut que je fasse cracher des enfants puis que je les gère pour mesurer leur hormones. Je suis comme... c'est quelque chose, là. Ah ouais? Tu sais, faire des études chez les enfants, ouais, c'est quelque Je chose. sais pas, moi. Tu sais, c'est comme... ouais, c'est beaucoup de gestion. La puis seule beaucoup étude de... que j'ai faite avec les enfants, c'est est-ce que j'en veux. La conclusion, c'est non. T'analyses une fois de C'est la temps seule en temps. étude. Ouais, puis tu vois déjà là, Ouais, tu sais, j'ai de la réflexion. Une puis tu dis- page. Un calcul. Moi, je me suis dit, je vais commencer avec des adultes, puis je vais leur demander ce qui s'est passé avant. Ah oui, Tu sais, ouais. Fait C'est que- moins pire. Ouais. Ça se gère beaucoup mieux. Ils vont aux toilettes Ouais. tout seuls, au moins. OK. Hey, t'as-tu déjà demandé à un enfant de cracher? Non. Super facile. Pour vrai? Demande d'arrêter maintenant. Pour vrai? C'est fou. On a fait des études dans les écoles, puis tu sais, on prend des échantillons de salive, puis les enfants, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis ils te remplissent ça des échantillons, puis il y en a partout. Moi, je peux pas gérer ça. Je peux pas gérer ça. Peut-être à un moment donné dans ma carrière, je vais vouloir, mais pour l'instant, je suis pas là. Fait que... Les limites de la Ouais. science, la salive. Ça m'écoeure. C'est dégueulasse. Fait que les enfants, C'est donc, OK, ils ont oui. un cerveau encore en développement. Wow. Fait qu'il y a le lobe frontal qui se développe, puis il y a d'autres structures, entre autres l'hippocampe, là, qui est le cheval de mer. Oui, Ouais. je sais, oui. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait... C'était... On a ça dans le cerveau. OK. Puis l'hippocampe, elle, c'est tout ce qui... Elle gère les mémoires, finalement. Toutes Ok. les mémoires qu'on cumule, etc. L'hypothalamus, tu rappelles? L'hypothalamus, ça a rapport, Ok. mais ça, c'est pleinement développé à la naissance. OK. Mais l'hypothalamus, c'est lui qui va décider, on sécrète des hormones de stress. Go. OK, C'est lui qui va faire ça. Cool. Mais lui, il est pleinement développé. Parfait. Mais l'autre structure qui n'est pas pleinement développée, c'est l'amygdale, pas celle qu'on a dans la gorge. Ok. Les amygdales qu'on a dans le cerveau, celles-là, tu peux pas te les faire enlever. En tout cas, Ok. je ne suggère pas. OK. On a La- des amygdales dans le cerveau. Ouais, c'est deux petites régions, c'est des boules, ok, Ok. qui contiennent plein de noyaux. Puis l'amygdale, c'est elle qui va décider quand tu perçois une menace. Fait que c'est elle qui va dire « le mammouth, il est là-bas. Fais attention, il y a un mammouth. Elle va dire... Qu'est-ce que... » Fait que c'est elle qui va décider ce qui est menaçant de ce qui l'est pas. Elle fait le tri. Elle fait le tri, exactement. OK. Fait qu'elle C'est le triage de l'urgence, maintenant. exactement. Fait C'est que, une tu sais, vraie urgence mettons, ou pas. t'es couché dans ton lit la nuit, t'as pas d'animaux domestiques, puis ton plancher craque, ton amygdale va dire « Ah, ça, c'est pas normal. C'est pas supposé arriver. » Si t'as des animaux, puis que ton plancher craque, ton amygdale, elle répondra pas, elle va rien faire, parce que ton hippocampe, qui lui emmagasine les mémoires, va lui dire « Non, t'as un chat. Ouais. C'est OK. normal. » Fait que travaille en équipe, tu sais. Ah. L'amygdale et l'hippocampe. Puis bref, ces structures-là sont pas pleinement développées chez l'enfant. OK. OK? Est-ce que ça fait partie des structures qui peuvent être affectées quand tu dis quelqu'un de malade, mettons que tu lui donnes le truc
le chiffre 23, là, avec, tu parlais de petits systèmes tantôt dans le cerveau. Exact. Ça en est aussi des systèmes comme ça? Exactement. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais mesurer les fonctions cognitives de ces régions-là. Je vais voir si c'est magané chez des adultes qui ont vécu de l'adversité durant l'enfance. Okay. Fait qu'est-ce qu'ils détectent des menaces plus rapidement? Est-ce qu'ils ont une bonne mémoire? Est-ce qu'ils sont capables de réguler leurs émotions, etc. Nice. Parce que chez le rat, ce qui a été démontré, c'est que quand ces régions-là se développent, s'ils sécrètent trop d'hormones de stress, les régions, ils vont arrêter de grandir, ils vont rester petites. Et donc, à l'âge adulte, ces rats-là, ils se gèrent pas. Ils vont répondre super rapidement aux menaces. Ils vont avoir une mémoire pourrie. Ils seront pas capables de se retrouver dans un labyrinthe. Ils géreront pas leurs émotions. Il y a des tâches de régulation émotionnelle chez l'animal, etc. Et donc, moi, j'applique ce modèle-là chez l'humain. Tu veux voir si, dans le fond, s'il est stressé jeune, est-ce que ça arrête de se développer plus tôt? Oui. Puis est-ce qu'on pourrait mesurer ce développement-là au travers de tâches cognitives, finalement? OK. Puis si tu réussis à mesurer ce développement-là, est-ce que ça te donne un outil à ce moment-là pour quantifier, pour classer, genre, psychologiquement? Toi, t'es rendu là, t'as un cheminement, mettons une échelle de stress, là, je sais pas comment le dire, là, mais genre, pour classer des candidats, OK, étant donné que j'ai quelque chose de mesurable maintenant qui est directement lié à ta perception des stress et tout ça, je peux dire avec fiabilité que t'es, mettons, un 6, t'es rendu à tout est à 8, tout est à... Mais ça, je vais pouvoir le faire avec les hormones. Fait que je vais pouvoir mesurer les hormones de stress puis dire, moi, mon groupe, il est là, ma moyenne est là, puis toi, t'es là. Fait que toi, t'es plus stressé que les autres. Ça, je vais pouvoir le faire biologiquement avec les hormones. Puis ma mesure de la cognition, finalement, là, qui relate de ces structures-là, ça va plutôt être la conséquence de ce stress-là. Fait que, étant donné que tu vis ce stress-là, t'as un hyperdétecteur de menaces, t'as de moins bonne mémoire, tu régules moins bien tes émotions. Fait que, puis à date, ce que mes résultats démontrent, c'est que oui, en effet, ces gens-là vont avoir plus de difficultés à réguler leurs émotions sur une base quotidienne. Fait que c'est des gens qui vont avoir tendance à supprimer plus comment ils se sentent. Fait que tu sais, mettons que je te dis « Pierre Bruno, comment ça va aujourd'hui? » Ça va super bien. Mais tu sais, je le vois que ça va pas bien. Ah, mais il veut juste pas... Ouais. Non, c'est ça. Avoir tendance à faire semblant que c'est correct parce que ramener ces émotions-là puis en discuter, c'est problématique. Là, Il y a d'autres gens, par exemple, parce que je me trompe-tu, il y a d'autres gens que c'est exactement l'inverse, ils ont besoin de ventiler. Oui. Donc, c'est vraiment genre, il y a de tout. Là. Il y a des gens qui, eux, avec le même contexte, comment ils sont faits, eux autres, ils ont besoin de parler. Oui, exact. Ils ont besoin que ça sorte pour comme ça. Ils ont besoin que ça sorte. Il y a des gens qui vont avoir besoin de s'exprimer. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout à savoir quand tu vis l'émotion là, qu'est-ce que tu vas faire avec cette émotion-là? Est-ce que tu vas être capable... Sa gestion, exactement. Est-ce que tu vas être capable de dire, OK, là, en ce moment, je n'aime pas ça. Je me sens pas bien. Je vais prendre du recul. Je vais me calmer, puis on en reparlera tantôt. Ce qui est une bonne stratégie pour réguler les émotions. Tu sais, ce qu'on va appeler... recul, Oui, tu sais, ce qu'on va appeler comme réajuster les émotions, les réévaluer. Tu sais, prendre le temps de... Ça, c'est une bonne stratégie. J'appelle ça te regarder penser. Ben, exact, c'est... La caméra, elle sort, là. Ouais. Là, tu regardes la caméra comme ça. En science, on appelle ça la métacognition. Ça sonne plus nice en science. Je pense que je vais dire... Ça fait Star Wars. Ouais, j'aime bien mieux ça, moi. C'est juste que je fais. Ouais, exact. Moi, excusez, il faut que je fasse de la métacognition. C'est vraiment prendre un recul puis regarder ce qui se passe dans notre tête, tu sais. Ça, c'est une bonne stratégie, mais en général, les gens qui ont vécu de l'adversité durant l'enfance vont moins faire ça. Parce que leur frontal, l'hypothèse ici, si on se fie au rat, ce serait que, si on fait le parallèle avec notre ami le rat, c'est que le lobe frontal ne serait pas pleinement développé, ou en tout cas, son activité à l'âge adulte ne serait pas optimale, ce qui ferait en sorte qu'il ne serait pas capable de réévaluer les situations. Est-ce que l'hippocampe, elle aussi, n'a pas grossi comme les autres, ou c'est juste les amygdales qui restent tout petites? Genre? Ouais, en fait, ce qui arrive avec les amygdales, c'est qu'elles vont devenir super grosses. Ah, OK. Ouais, excuse-toi pas, en fait, je suis même pas allée là. Ce qui va arriver, c'est que le lobe frontal, il grandira pas. Puis les amygdales vont être super grosses. Fait que là, il y a tout l'espace, genre, ben, que l'autre en fait, pas, genre. Ben, ils se touchent pas vraiment, mais ce qui arrive, en fait, surtout, c'est que tu vas avoir un hyper-détecteur de menaces qui va dire ding, 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 puis ton lobe frontal, il sera pas suffisamment actif pour dire à l'amygdale, calme-toi le pompon, il y en a pas de mammouth. C'est ça, mais l'hippocampe est dans le lobe frontal? Parce non, que c'est l'affaire de mémoire que tu me disais, là. En fait, c'est 3 structures qui sont séparées. L'hippocampe est au milieu du cerveau. OK. C'est pas elle qui dit « Rappelle-toi, il y a un chat ».
Tout le monde jase. Ah, tout le monde se Tout jase. le monde y jase. Ouais, exact. Fait que l'hippocampe, son rôle, ça va être de comme contextualiser l'information puis de ramener des souvenirs. L'amygdale, elle décide quand elle part en peur. Oui ou non, OK. Puis le lobe frontal, lui, son rôle, ça va être de réguler les émotions. Fait que d'aller calmer, lui aussi, l'amygdale. Mais le lobe frontal, c'est-tu une affaire ou c'est une agglomération de plusieurs systèmes ensemble? C'est ça, en fait. Le lobe frontal, c'est gros, c'est tout ce qu'il y a derrière le front. Fait que c'est une des plus grosses régions dans le cerveau. Puis ça va être divisé en plusieurs sous-régions. Des fait que sous-systèmes. Ventromédian, dorsolatéral, etc. Okay, puis chaque sous-système va avoir une job particulière. Okay. Mais généralement, le cortex, en fait, le lobe frontal, son rôle, ça va être surtout réguler les émotions. Puis aussi se projeter dans l'avenir. C'est ce qui nous différencie le plus des primates, finalement. Là. Fait que les singes ont un cerveau très similaire au nôtre, mais ils vont avoir un lobe frontal un peu plus petit. Puis justement, c'est ça qui amènerait finalement ces animaux-là à être moins avancés que nous. T'sais, nous, on est capable de prévoir l'avenir, de se projeter, etc. Fait qu'en situation de stress, le lobe frontal fonctionne un petit peu moins bien. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Je comprends. Il n'y a pas de lendemain. On a plus de difficultés à se projeter justement dans le futur. Ouais. C'est fou ça. Puis le lobe frontal, est-ce que... C'est niaiseux, là. J'ai juste des images d'hydrocéphale dans la tête. C'est quoi les maladies reliées à ça? Le lobe frontal? Ouais. Ben, c'est pas niaiseux. Est-ce qu'en trisomie, est-ce que tout ça... Ben, c'est niaiseux parce que moi, je voyais juste... J'avais pas les noms sérieux, j'avais juste grosse tête d'eau. J'étais comme, je vais pas dire grosse tête d'eau. C'est pas fin. C'est pas ça. Dans ces maladies-là, je sais pas trop. Mais... ça, c'est des maladies génétiques. Je sais pas trop ce qui se passe avec le lobe frontal, mais un bon exemple que je pourrais te donner par rapport à ces régions-là, c'est par exemple l'Alzheimer. La première structure qui va se dégrader, c'est justement le lobe frontal, qui est la région qui va aussi gérer les mémoires à court terme. OK. Fait que quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, ses mémoires à long terme, au début, sont pas affectées. Parce que ça, c'est l'hippocampe qui s'occupe de ça. Cool. Fait que c'est pour ça que, par exemple, si, je sais pas, moi, t'as un grand-parent qui souffre de maladie d'Alzheimer, quand tu rentres dans sa chambre à l'hôpital, les premiers mois, les premières années, il va te reconnaître. Là, ça va être comme « Allô, ça va bien? » Puis là, tu vas te dire « Qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? » Il va te dire « Du pâté chinois. » Puis là, si tu reposes la question dans 2 minutes, il va te dire « Allô, ça va bien? Qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? » Elle sait pas. Ouais, c'est ça. Parce que le lobe frontal, il est affecté, il est altéré, la mémoire à court terme ne fonctionne plus. Fait que c'est pour ça qu'on dit que la maladie progresse, c'est que souvent au début, c'est des petites affaires, puis éventuellement, c'est toi que la personne ne se rappelle plus. Puis parce que là, c'est l'hippocampe qui est affecté, fait que là, c'est les mémoires à long terme. C'est ça que les familles vivent, là. Exactement. Espèce de... On voit que ça commence, on sait pas quand je vais rentrer, puis tu me reconnaîtras. Exactement. Plus, parce que là, quand les souvenirs à long terme sont affectés dans l'hippocampe, ben là, cette personne-là, elle a plus de repères. Là. Sa famille, ses souvenirs lointains, etc., tout ça, ça va commencer à être altéré. Puis un symptôme qu'on va voir aussi chez les gens qui souffrent de maladies comme ça, qui atteignent le lobe frontal, c'est un manque d'inhibition. Oui, OK, c'est ça, c'est ma prochaine question. C'est là-dedans aussi, ça. Oui, exact. Ça aussi, c'est frontal, fait que notre capacité à s'inhiber. Tu sais, mettons, quelqu'un nous dit quelque chose, tu vois, les enfants, ils n'ont pas de lobe frontal. Si tu dis quelque chose de niaiseux, ils vont te le dire. Oui. On dit, je comprends pas. Ben épais. Ça, c'est frontal. Ils en ont pas, fait qu'ils n'ont pas d'inhibition. Ils ont chaud, ils vont se mettre tout nus. C'est pas grave. Ouais. Okay. Tandis que les humains... Les humains, c'est des humains. Non, c'est pas des humains encore. Les adultes, on va avoir plus d'inhibition parce que le lobe frontal est pleinement formé. OK. Puis, chez les personnes qui souffrent de maladies qui atteignent le lobe frontal, ben, par exemple, si ta grand-mère a une maladie qui atteint son lobe frontal, ça se peut que dans la maison de personnes âgées, elles soient en train de jouer au Scrabble le midi, puis là, elle a chaud, elle enlève sa chemise. Là. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Les autres, ils vivent souvent ça, puis ben oui, je réponds à un besoin là. Oui, là. c'est quoi ton problème? OK, c'est fou, ça. C'est fou tout ce que le cerveau peut contrôler, puis à quel point ça peut être affecté par la pathologie ou juste par le stress. Parce qu'à chaque fois qu'on est stressé, on dit « Ah, ces hormones-là, ça nous donne de l'énergie. » C'est vrai. Oui. Mais ces hormones-là remontent au cerveau aussi. Ils demandent de l'énergie aussi, Oui, ils en demandent, oui, aussi. C'est pour ça que le lendemain, t'es bien fatigué. C'est ça. Puis quand elles remontent au cerveau, elles vont altérer les fonctions cognitives de toutes ces régions-là. Fait qu'elles vont nous rendre plus sensibles au stress. Quand elles vont aller activer finalement l'amygdale, ça va nous rendre plus susceptibles de répondre à la prochaine menace. Okay. Parce que ça rend l'amygdale plus à l'affût. Fait que ça, c'est la raison pour laquelle, tu sais, mettons, t'as une journée super zen. Tu sais, tu joues de la guitare toute la journée, ça va bien. Yes, sir. T'as pas d'obligation. Là, tu sais, tu joues de la guitare, qui était bien correct. À la fin de la journée, il y a un ami qui t'appelle puis qui te dit quelque chose qui a pas de bon sens puis qui te fâche. Tu vas être comme, chill pill, ça va bien. On en jase, tu sais, puis on rentre pas là-dedans, ça se passe bien. Ouais. Le lendemain, t'as une journée super stressante. OK, tu cours
toute la journée, tu essaies de gérer tes affaires, tu donnes un show, ça se passe pas bien, etc. Ce soir-là, ton ami t'appelle, puis il dit une petite affaire tout croche, là, tu vas péter une coche. Ah. Parce que l'amygdale, il s'est hyper sensibilisé, t'as sécrété des hormones toute la journée, là, il est plus capable. Fait qu'il va dire mammouth. OK, n'importe quoi, mammouth. N'importe quoi, mammouth. Ah OK? ouais. Est-ce que tu peux te rendre au point où n'importe quoi, mammouth, même des bonnes émotions, même des gens gentils, tu finis par te bloquer parce que t'es comme, je veux même pas avoir à trier le bon du mauvais. Exact. Ben je veux juste rien recevoir. Ben oui. Tu sais, puis souvent, l'exemple que je donne, parce qu'on donne de la formation en stress au grand public. Fait que, tu sais, des fois, il y a des madames qui viennent me voir, tu sais, puis qui sont vraiment, tu sais, moi, des fois, je suis pas patiente avec mes enfants. Puis je suis comme, mais c'est normal. Oui. Mettons que tu passes la journée au spa. Super le fun. Tu sais, t'as une belle journée, tu rentres à la maison, ça, c'est le bordel. Tu sais, les enfants, ils ont tout mis ça à l'envers. La boîte à lunch, elle traîne sur le comptoir, il y a des jouets partout. Ton chum, il a rien fait, mais c'est pas grave. Ouais. Tu fais le ménage, ça te dérange pas, tu fais à souper, puis ça va super bien. Le lendemain, t'as une journée stressante, tu rentres chez vous, c'est super propre, mais il y a une cuillère dans le fond du lavabo. Ouais. Ton cerveau, il va se dire cuillère mammouth. Puis là, tu peux péter une coche. Ah, c'est drôle, oui, c'est ça. J'avais un vieux gag, puis je ferais pas ça, là, mais... Avec une qui était cuillère. exactement ça. L'observation, il y a des années de ça, c'était une théorie que j'avais qui était juste que... Je la fais plus parce que c'est juste dire les gars et les filles, là. Mais je dis que les filles... les gars, on se fâche parce qu'on trouve une raison, on est fâché. Fait qu'on se fâche. Puis j'avais l'impression que ma blonde, à ce moment-là, elle avait besoin d'être fâchée. Puis elle scannait autour pour trouver comme une raison de... Il est où mon target? Ouais, c'est ça. C'est genre là, faut que je sois en tabarnak, mais je sais pas sur quoi. Fait que là, j'étais comme, le coussin, tu sais. Évidemment, j'ai arrêté ça parce que je considère que gars-fille... Mais en fait, ça peut D'ailleurs, les différences hommes-femmes, on peut-tu... Oui, on peut. Mais allons-y. les casser après, si tu veux. Là, on va finir cette discussion-là. Mais moi, je considère que, tu sais, homme et femme, t'es un humain. Là, fait que peu importe, tu sais, ce que tu m'expliques là, le système, je peux comprendre qu'il y a des hormones chez les femmes, chez les hommes, que les femmes n'ont pas de testostérone, machin, mais sinon, même là, je pense qu'il y en a chez les femmes de la testostérone, mais juste des niveaux. Oui, en fait, c'est ça, c'est que bas. c'est différent. Les hommes vont avoir plus de testo, ce qui fait en sorte qu'ils ont de la barbe. C'est ça. Puis nous, on en a moins, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de barbe. Puis si on en a un petit peu trop, ben, on va avoir de la barbe. C'est ça, carrément. Ok, cool. Mais je voulais juste ramener ça, je faisais une joke dans le temps homme-femme, mais j'ai arrêté de la faire parce que justement, je considère que, tu sais, tout le monde est pareil. Il faut arrêter, je pense, de... Est-ce que tu, mais il y a des différences sexuelles. Il y en a, ouais. Parce que c'est ça, en ce moment, il y a un gros discours, puis il y a un gros discours, c'est pas vrai, là, mais on remet bien en question, genre, est-ce que l'homme, la femme, est-ce qu'ils sont différents psychologiquement ou pas, puis toutes ces affaires-là, puis là, je suis comme... Ben, il y a plein de facteurs qui nous rendent différents au niveau de la vulnérabilité à présenter du stress ou à présenter de l'anxiété ou à présenter la dépression. Puis en fait, on sait que tous ces troubles-là, là, dépression, anxiété, les femmes sont plus à risque que les hommes d'en souffrir. OK, je savais pas ça. Pourquoi? Ben, c'est une bonne question. OK, cool. En fait, dans la science, en ce moment, on en est à vérifier si les hormones sexuelles pourraient justement pas jouer un rôle. Puis les hormones sexuelles étant la testostérone, l'estrogène? Oui, t'en as 2 sur 3, très bien. J'ai trouvé l'autre. C'est-tu l'oxytocine? C'est ça? Non, ça, les deux sexes, on en produit. L'oxytocine, c'est le fun. Ouais, c'est l'hormone d'attachement, c'est ça? Attachement, du rire, de la bonté. C'est le fun, l'oxytocine. Ouais, ça, on en produit égal. OK. Mais c'est ça que t'es au début de ta relation, puis qu'à un moment donné, ça s'en va, puis là, faut que tu travailles. Ça diminue, cette affaire-là. L'oxytocine, c'est la passion. On dit, la passion, dans 6 mois, ben, c'est de l'oxytocine, je pense que c'est ça. C'est biologique. Un petit peu de dopamine aussi, on est dépendant. Cette patente-là de... Quelqu'un m'avait déjà conté ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ouais, non, on est tous drivés biologiquement. C'est pas si le fun, on a juste sécrété de quoi, j'étais comme Chris, je peux-tu au moins avoir le robot? La troisième hormone, c'est la progestérone. OK. Fait que progestérone, ouais. Okay. Fait que quand tu prends la pilule, ben pas toi, mais les filles qui prennent la pilule, ce qu'elles prennent, souvent, la pilule classique, c'est estrogène mixé avec de la progestérone dans un petit comprimé. Tu prends ça tous les jours, ça t'empêche d'ovuler. Okay? Ça, c'est à la base, c'est fait pour ça, la pilule. Il y a des études récentes qui démontrent que quand tu prends ces hormones sexuelles synthétiques-là sur une longue période de temps, ça pourrait te prédisposer à souffrir de dépression 6 mois plus tard. Okay? Fait qu'il y a des études qui ont démontré que si tu commences à prendre la pilule, 6 mois plus tard, tu as plus de chances d'avoir des symptômes dépressifs ou de prendre des antidépresseurs. Okay? Fait que sur la base de ces études-là, on s'est dit, OK, ben, est-ce que l'estrogène et la progestérone qu'on sécrète dans la vie quotidienne, pourrait pas, elle aussi, nous rendre plus vulnérables à souffrir de troubles mentaux que les hommes, parce que vous en sécrétez moins que nous. Mec, j'ai une question pour ça. Est-ce que, parce que t'en prends,
ça vient créer un des déréglages que tu parlais qui vient affecter tous les autres systèmes autour. C'est tout ça que vous regardez? En fait, ce qu'on regarde un peu, oui, surtout chez les jeunes adolescentes, parce que leur cerveau est pas complet. Fait que là, on se demande, la prise d'hormones pendant ce temps-là, ça pourrait-tu mener au dérèglement de régions cérébrales? Est-ce qu'il doit sécréter ça? Est-ce qu'il reçoit le message « t'as pas besoin d'en faire, il y en a déjà », puis il oublie d'être capable d'en faire? Est-ce que ça c'est quelque chose qui existe dans le cerveau, ça? C'est vraiment une bonne question, puis oui, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tantôt, tu disais hypothalamus, là. Ben, l'hypothalamus, c'est vraiment la glande maîtresse du cerveau qui va décider quelles hormones tu sécrètes puis quand tu les sécrètes. OK. Elle dispatche... T'as plus d'hypothalamus, t'es mort. Là. T'en as vraiment besoin. C'est l'hypothalamus qui sécrète l'oxytocine. C'est l'hypothalamus qui va envoyer le message que t'as besoin d'hormones de stress, que t'as besoin d'hormones sexuelles, etc. Fait que c'est vraiment la glande maîtresse là, dans le cerveau. Puis à chaque fois, c'est le barman. Vraiment. OK, je comprends. Ouais, exact. Puis à gère. Là, puis si on n'avait pas de mécanisme qui ferait en sorte qu'on arrête de sécréter des hormones à un moment donné, ben l'hypothalamus en sécréterait tout le temps. Oui. Fait que la façon dont ça fonctionne, c'est à chaque fois que tu sécrètes une hormone, cette hormone-là, elle remonte au cerveau, puis elle va dire à l'hypothalamus « J'ai été sécrétée, tu peux arrêter. OK? C'est ça l'homéostasie. T'sais, fait que quand tu sécrètes l'homéostasie. C'est au Scrabble, ça vous surprend. Oui, ça j'allais dire, mais c'est ça l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cet équilibre des systèmes. OK? Fait que homéostasie, ben oui, excuse-moi. Non, c'est parce que j'ai étudié en anglais, moi. Fait qu'il y a plein d'affaires, qu'il y a des mots. Ben oui, ben c'est ça. Puis allostasie, tu sais, dans le charge allostatique, l'allostasie, ça découle de l'homéostasie. OK. C'est que l'estasie... L'homéostasie étant l'équilibre de tous les systèmes. Exact. Fait que, mettons, si on prend l'exemple de la température, qui est le plus simple, ben si tu rentres dans un spa, ta température corporelle va augmenter, fait que ton corps, il va travailler fort pour essayer de la diminuer. OK. C'est l'équilibre. Ouais. Fait que quand je sécrète des hormones de stress, par exemple, ces hormones-là remontent au cerveau, puis ils vont dire à l'hypothalamus, on arrête ça, arrête d'en produire, je suis correct. Cool. Fait que les hormones sexuelles, quand on en prend dans des comprimés, ben ces hormones-là aussi, ils remontent au cerveau, puis ils vont aller dire à l'hypothalamus, c'est correct, t'en as assez sécrété. Mais dans le fond, il n'y en a pas sécrété. Ouais. Tu sais, fait que ça fait en sorte que toutes les hormones qu'on sécrète naturellement, sexuelles, cessent d'être sécrétées. OK. Fait que ça, c'est une des avenues qui est étudiée pour expliquer que la prise d'hormones synthétiques pourrait venir altérer l'humeur et les émotions. OK. Mais là, t'es allé dans une théorie beaucoup plus poussée que celle que j'allais. C'est juste ça, c'est quelque chose que je... C'est parce que à travers ma propre vie, j'ai après essayé de concevoir des façons de comprendre tout ça, parce que moi j'ai pas de diplôme là, fait que j'ai juste comme appris sur le tas puis qu'est-ce qui marche pour moi. Fait que des fois j'ai une vision de hey, ça se peut-tu je sais pas trop. Okay. Non mais oui, cool, OK. Oui, définitivement. Fait que ça déréglerait ça, parce que ça explique aussi les dérèglements sexuels en général reliés souvent au stress puis à la maladie mentale, puis ces trucs là étant donné que c'est une hormone comme les autres, si on veut là. Mais en fait, c'est justement c'est une hormone comme les autres, ce qui veut dire que il y a fort à parier que quand on prend ces hormones-là puis qu'elles remontent au cerveau, elles vont aller agir sur certaines structures du cerveau au même titre que des hormones naturelles l'auraient fait. OK? Et donc, elles vont aller rejoindre des récepteurs. Okay? Puis un récepteur, c'est vraiment juste comme un trou qui accueille le pion. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu as un récepteur, puis lui, il attend juste de voir l'hormone arriver. Okay? Fait que là, tu as des récepteurs à estrogène puis à progestérone un peu partout dans ton cerveau. Puis selon quel récepteur est activé... Récepteur juste à estrogène. Juste à estrogène. Okay. Fait que s'il y a une hormone de stress qui essaie de l'activer, il va dire non, ça marche pas. OK, cool. Et donc, ces récepteurs, par exemple, à estrogène, si on prend ça comme exemple, il y en a dans 3 structures, puis là, attache la tuque, le lobe frontal, l'amygdale et l'hippocampe. Okay? Et donc, quand on prend de façon chronique ces hormones-là, la question, c'est est-ce que ça pourrait venir miner notre capacité à réguler nos émotions, à percevoir des menaces, etc., etc. Fait que là, les études vont en ce sens-là, à savoir... Est-ce que ça pourrait avoir un impact à long terme? Puis je peux pas te répondre parce qu'on est en train. Vous êtes là-dedans, mais c'est logique comme façon de penser par facile, rapport à ça. C'est pas facile, mais c'est juste fascinant. C'est logique de penser ça, mais c'est tellement dur à vérifier que c'est ça qui est long, finalement. Mais on vient de publier une étude au labo qui démontre que quand on prend la pilule, ça vient... En fait... OK, non, je referai ça. Les femmes qui prennent la pilule ont un type de pensée plus fréquemment que les autres, puis c'est une pensée qu'on appelle le mind wandering, pour des pensées qui vagabondent, mind wandering. Fait que cette tendance-là
à être dans la lune puis à penser à autre chose qu'à la tâche que tu es en train d'effectuer. OK. Puis ce qu'on démontre, c'est que les femmes qui prennent la pilule font plus de mind-wandering que les femmes qui apprennent pas ou même que les hommes. OK. Puis ce processus de pensée-là pourrait être associé à la dépression, en fait. Ça a été démontré que les gens qui souffrent de dépression font plus de ce type de pensée-là. Tu sais, t'as tendance à, je sais pas moi, tu t'écoutes la télé, mais tu te ressasses des Oh, t'es pas en train de non, vivre ça, là. Exactement. Puis Ça, c'était des triggers pour d'autres affaires auxquelles tu penses. Tu fais, Ouais. ah oui, c'est vrai, faut que je fasse exactement. ça. Ah oui, c'est Ouais. vrai, tu vois une annonce, tu fais, Ouais. ah, faut que je fasse mon ménage. Puis ce que les études ont démontré, en fait, c'est que t'es mieux d'être concentré sur ta tâche, même si elle est plate puis qu'elle est négative, que de penser à autre chose de positif. Fait que, tu sais, mettons que t'as une... Wow. Oui. Attends, on va Avoue, répéter c'est ça intense. tranquillement, là, Ouais. mais c'est intéressant, ça. Tu sais, fait que, mettons, je sais Procrastination et compagnie. pas... Ouais, exact. Ouais. Puis même, tu sais, je sais pas, moi, t'es en train de... Mais attends, on va le répéter. T'es mieux de... On repart. Attends, c'est mortel. Fait que, mettons que t'as une conversation vraiment négative avec quelqu'un, Ouais. qui était en train de parler de la mort de ton chien Tom, ok, puis c'est triste, là, puis Ok. t'aimes pas ça, puis t'es mieux d'être concentré sur Tom, même si c'est triste, puis C'est mieux tu de ressasses- vivre l'émotion. exact, que de te distraire à penser à ta guitare. OK. Même si c'est positif, la guitare. OK? Fait que t'as moins de chances d'avoir de symptômes dépressifs si t'es concentré sur l'émotion négative puis sur la conversation négative, par exemple, que si t'essaies de te distraire avec des pensées Je le positives. savais. Ça fait des années que je m'ostine avec le monde. Non, sans joke, c'est juste parce que je suis tout le temps en train d'écœurer les gens trop positifs. Là. Ah, ça va bien aller, pensée magique. Puis je suis tout le temps comme, non, arrêtez, puis j'ai pas de preuves. Mais en effet, ça... Ils me disent que je suis pessimiste. Je suis pas pessimiste, je prends juste le temps de m'occuper de Non, ce mais qui c'est se vrai. passe. Puis en fait, tu sais, pendant longtemps, on disait en science, quand t'as une émotion négative, c'est simple. T'as juste à la remplacer par une émotion positive. OK, sais, c'est fou, T'as ça, juste là. Oui, c'était vraiment ça qui était prôné. Puis finalement, ce qui a été démontré, c'est que, je te donne un exemple, si je te dis « pense pas à un éléphant blanc La première fois que tu veux penser, c'est un Exact. éléphant blanc, mais » oui. Fait que tu sais, si je te dis « pense pas à cet événement triste-là », à la place, pense à X, mais c'est pas évolutif pour le cerveau, ça marche pas, là, tu sais. Fait que t'es mieux de vivre cette situation triste-là ou ces émotions-là. Parce qu'après ça, elle est drainée, puis elle reste... Ben, au moins, t'as pas fait d'évitement, tu sais. Fait que Ouais. quand on vit des situations qui sont vraiment problématiques, Sors le sac à vidange au lieu de laisser Ben, traîner dans ta cuisine pendant ce qui est 2 suggéré, semaines. c'est vraiment... Puis là, tu veux pas tomber dans la rumination puis dans le négativisme, là, fait qu'il faut comme qu'il y ait un équilibre. Ok. Mais tu sais, ce qui est suggéré par les thérapeutes actuellement, c'est de s'accorder des moments dans la journée pour vivre ces émotions-là. Ok. Tu sais, tu te dis, ben, un matin, là, je prends un 20 minutes, puis tu sais, je tords ça, je le vis, je le ressasse, puis après ça, je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Fait que Wow. je vais essayer, par exemple, d'aller travailler, je vais essayer de sortir, Ouais. de faire des activités, de voir mes amis, etc., puis d'être dans le moment présent. C'est la meilleure façon de remplacer une émotion négative. En fait, de passer au travers d'une émotion Puis négative. ça, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que tu sais, la société a beaucoup évolué, le monde travaille de plus en plus fort, beaucoup, tout le monde est tout le temps à course, Mhm. on est de plus en plus stimulé, occupé, puis on n'a plus ce temps-là d'être seul avec soi-même à cause de la technologie, à cause de à quel point on est stimulé par les téléphones, puis on est Ouais. jamais seul avec nous. On vit beaucoup dans la distraction. C'est ça. Énormément dans la distraction. On a de la difficulté à ne rien faire, puis même dans les bars, là. Ouais. Tu sais, quand t'attends un ami dans un bar, T'es qu'est-ce sur que ton tu fais? sel. Mais oui, tu T'es sais... même pas avec le monde Mais autour non, du bar. mais non, c'est ça, tu sais, c'est rare là, qu'on va parler au barman là, quand on attend Ouais. quelqu'un. Moi, la première, tu sais, je vais sortir mon téléphone, puis je vais me distraire. Oh oui, parce que on a ça ce passe plus réflexe-là. vite. Mais ça, dans le temps, là, on n'avait pas ça. Ouais. Tu sais, dans le temps où on travaillait sur des fermes, là, puis qu'on était derrière notre bœuf à la journée longue, puis qu'on sortait toute cette énergie mobilisée-là, on était stressés, mais on travaillait de nos mains, puis on évacuait. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à être assis sur Facebook, à ruminer le fait que Joanie sort avec notre ex. OK. Tu sais, puis que, oh mon Dieu, ben, mon amie Belinda est en voyage en Indonésie, puis comment ça, elle peut y aller, puis pas moi, puis etc. On vit vraiment dans la rumination, OK. dans la distraction, puis ça pourrait être un facteur de vulnérabilité à souffrir de... Non, on a comme de moins de stress. soupapes qu'avant au quotidien, Oui. mais on a autant d'urgences qu'avant qui Ouais, arrivent de notre cerveau de Sinon tu vas plus, mourir. tu sais, Ouais, ouais. Sinon plus, parce qu'on vit juste des stresseurs différents du temps des hommes de Cro-Magnon, là. c'est ça. Avant, c'était un mammouth par mois.
un vrai mammouth. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, c'est 18 faux mammouths par jour. Ouais. Fait qu'on est juste plus activés, finalement. Là. C'est fou, raide. OK. Fait que, OK, c'est bon. Ah, je t'ai amené, je sais même plus de quoi on parlait. Moi non plus, je trouve ça fascinant. J'étais juste perdu, j'étais juste locked in avec toi. Fait que j'étais comme, je suis pas en train de passer à la prochaine question. On a parlé de quoi on a parlé? On a parlé de différences sexuelles. Oui. On a parlé, c'est ça, des hommes, les femmes, que les femmes sont plus... susceptibles, vulnérables. Susceptibles à. Ouais. OK. J'ai envie de te poser une question étrange. On va complètement champ gauche. Pendant qu'on est dans le sujet homme-femme et tout ça. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ce qu'on appelle dans le langage commun avoir un côté féminin ou avoir un côté masculin, genre mettons... Ouais. Ben oui, puis là, mon Dieu, c'est tellement un chemin glissant. Ouais, je comprends, fait qu'on va y aller tranquillement, puis tu sais, de toute façon, le droit à l'erreur, on l'a ici, là, c'est à ça que ça sert. Là. Mais il y a plusieurs écoles de pensée là-dedans, OK? Il y en a qui, surtout dans le domaine, par exemple, de l'orientation sexuelle, quand on étudie le genre, OK, fait que féminin, masculin, il y a plusieurs recherches qui vont essayer de quantifier le genre, comme la féminité, la masculinité, par l'orientation sexuelle. C'est une voie qui est quand même commune pour étudier le genre. Puis il y a un chercheur avec qui je travaille qui s'appelle Robert Paul, qui lui travaille strictement là-dessus. Là. C'est ça qui l'intéresse, savoir comment ça fonctionne le genre, puis les différences sexuelles au niveau du stress. Lui, il passe à travers la sexualité pour l'orientation. Étudier. Exactement, pour étudier le genre. Puis il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui vont dire que c'est drivé biologiquement. Fait que c'est certaines régions du cerveau qui vont déterminer si, par exemple, t'es gay, lesbienne ou t'es hétérosexuel. Puis il y a d'autres écoles de pensée qui vont dire « Ben ça, c'est vraiment trop déterministe. C'est pas juste. Moi, j'ai choisi mon orientation. » Oui! La science, c'est pas juste la science, non, mais c'est la science. Qui vont dire « Moi, ça m'aide pas de me faire dire que je suis née avec un cerveau différent puis que c'est ça qui a drivé mes choix. Fait que moi, j'aime mieux dire que... ou croire ou ben, j'ai l'air de dire qu'ils ont tort. Ouais, ça, j'allais dire. Ça, je te regarde, j'étais comme, OK. Mais non, parce que je viens tellement d'une école bio que moi, j'ai tendance à y aller avec différence de cerveau, c'est sûr, mais moi ça aussi. explique pas tout. C'est pour ça que je suis comme, je peux comprendre, mais c'est ça. T'es pas en train de dire... non, mais c'est ça. C'est parce que ça file comme du déni, mais c'est pas ça, là. Ben non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que... C'est qu'ils savent pas comment intégrer ça ben dans leur vie, ça change rien. Ils vont dire, ben c'est un choix, puis j'ai décidé que j'étais plus attirée par les hommes ou par les femmes, fait que je me définis comme ça. Puis dans le fond, au lieu de mettons, dans l'hypothétique, là, au lieu d'accepter que c'est biologique puis qu'ils peuvent rien faire à ça, ils préfèrent se dire que c'est un choix qu'ils ont fait pour... Ça donne un sentiment d'avoir le contrôle sur ta vie. C'est quoi ça? Probablement. Puis... Est-ce que c'est une erreur d'un point de vue scientifique ou c'est... Ben, en fait, non. Je pense que c'est un désir de ne pas pathologiser l'orientation. Parce que il y en a qui le voient un peu comme... Ben, c'est de se sortir de l'espèce de... Ah, c'est une maladie, pis ben, tout ça, c'est anormal. Ouais, c'est ça. T'as pas un cerveau comme les autres, c'est pour ça que... Ah, OK, c'est ça. Fait qu'en ce sens-là, je comprends, vraiment. Ouais. Puis, fait qu'il y a ça, premièrement, fait qu'il pourrait y avoir des différences au niveau du cerveau. Donc ça, c'est pas prouvé encore, c'est encore juste des écoles de pensée. Dans le fond, on a scanné plein de cerveaux, puis on a dit, toi, t'es gay, t'as un amygdale qui ressemble à ça. Toi, t'es pas gay, t'as un amygdale qui ressemble à ça. Peut-être que c'est l'amygdale qui a fait en sorte que vous êtes différents. That's it. C'est tout ce qu'on sait, on n'en sait pas plus que ça pour l'instant. Mais, tu sais, quand on scanne des gens... écoute, c'est vraiment la mode, là, depuis une vingtaine d'années, on scanne. On regarde comment un cerveau, ça marche, là, puis ça s'allume comme un sapin, là, puis on est comme, OK, ouais, tu sais, telle région, là, c'est ça que ça fait. Puis une étude récemment... J'imagine tellement juste des sarons avec... ouais, on aime ça, puis on se sent smart, là. Puis moi, la première, j'adore ça. Ah ouais. Parce que là, tu sais... Mais ça ressemble à quoi, mettons? Ben, tu sais, tu lis le cerveau de quelqu'un, là. Tu sais, tu le mets dans une machine, puis tu le plugs. Mais en fait, tu le mets dans un gros tube. OK, c'est ça, le... Ouais, tu sais, un fMRI, là, fait que... Ouais, c'est ça. Ben, une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Le gros aimant d'un film, que quand ça chie, genre, toute la pièce, ça shrink dessus. Ouais, faut pas que tu t'aies de métal. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu scannes quelqu'un... Puis là, tu as le choix. Tu peux soit mesurer à quel point ça brille, à quel point à quel point les régions s'activent. Tu peux dire à quelqu'un à quel point il est brillant. C'est tellement difficile à vivre, là. Ça, c'est mon jargon, pas Monsieur, scientifique. pouvez-vous juste vous poser des questions? Ah ouais, je pense à... Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça peut-être brille l'écran pas. Là, qui... ça brille. C'est peut-être l'écran qui est pas allumé, mais il n'y a rien qui spark, là. Ah, moi, je fais un sudoku, là.
Tu peux voir quelle région s'active. OK. Puis là, mettons que tu scannes 200 personnes, puis là, tu superposes toutes ces images-là, puis tu dis, OK, ben il y a un point commun chez tout ce monde-là, quand il faisait cette tâche-là, cette région-là est Tu cherches la activée. corrélation. Exact. Chez tout Je cherche le le monde. point commun, puis l'association entre une région spécifique puis une tâche. Fait que je peux faire ça. C'est-tu le seul outil vraiment qui est utilisé en ce moment ou le plus commun? Ben, c'est le plus cool parce que c'est le plus cher. Ah, OK. Genre. Non, mais Non, c'est le plus efficace, mais... Ben, c'est ça. En fait, c'est l'outil qui va nous permettre d'avoir la meilleure précision spatiale. Tu sais, qui va pouvoir nous dire, dans l'espace du cerveau, c'est là que ça s'allume. Wow. Il y a d'autres outils, les SUS là, dont tu parlais, que tu mets sur la tête, qu'on appelle un EEG. Ça va être... C'est moins bon pour déterminer où se trouve l'activité, mais vraiment bon pour déterminer quand est-ce que ça se passe. Fait que ça va être plus... EEG, c'est-tu... électroencéphalographie. OK, cool. Ouais. Ben, beaucoup de lettres. Ouais, là. Mais ça, au Scrabble, c'est plus difficile. OK. Fait que tu peux soit faire l'activation, tu peux soit mesurer l'activation, sinon tu peux mesurer la taille des régions. OK. Fait que ça, c'est des études de volume, finalement. OK. Fait que, en ce moment, là, dans la recherche, tout le monde scanne tout le Tout. monde. OK? OK. C'est vraiment populaire. Là, on check les cerveaux, puis là, on a l'impression qu'on est en train de tout comprendre. Puis une étude récemment aux États-Unis, puis là, tu vas vraiment... Je suis sûre que tu vas relate avec ces gens-là. Il y a une gang de gars. Quoi? OK? C'est quoi ça? C'est quoi cette Check bien génération-là? ça. Il y a une gang de gars qui, entre deux patients, là, Ouais. autour d'un scanner, se sont dit « Hey, tu manges du saumon? On va mettre ton saumon dans le scanner, puis on va checker ce qui se passe. » C'est clair! OK? C'est clair que oui! C'est Fait sûr que j'aurais qu'ils fait ça. Ils ont mis un saumon mort dans un scanner, puis le cerveau brillait. OK? Ah, Fait wow! que, tu sais, il y avait de l'activité cérébrale dans le cerveau du poisson mort. Fait que c'est là que tu te dis... Il brillait-tu plus que certains patients qu'il y avait eu dans la journée? L'histoire le dit Le pas. gars avec son triangle et son étoile qui est pas capable de rentrer. Ah! C'est là que tu te dis... Vas-y, tu sais, Robert. Ouais, J'y vais. Tu sais, c'est là que tu te dis... Oui, on scanne, oui, Ouais. mais est-ce que c'est valide? Ou en tout cas, à quel point est-ce que c'est valide si un saumon peut briller? Tu sais, Ouais. le cerveau de quelqu'un... Puis le cerveau d'un saumon est pas reconnu comme étant... Ben, surtout quand il c'est est pas un mort. comparatif. Ouais, en plus. C'est mais censé. est-ce qu'il peut... c'est bizarre parce que ma réponse elle semble évidente que c'est non, mais... Moi, dans ma tête, parce que tout le monde me dit tout le temps, quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe après, paradis, machin, puis moi, je suis tout le temps, ben, l'électricité dans le cerveau, puis l'électricité fait noir, puis c'est fini, là. Ouais. T'sais, moi, je le vois de même. Est-ce que c'est possible qu'il y ait de l'électricité dans le cerveau suite à la mort? Mais en fait, ce qui est... Ben, probablement pendant un certain temps, mais chez le saumon, je pense pas. Mais c'est surtout... En fait, je vais venir par le dire. Ouais, c'est ça, Ok. Vas-y, lâche pas. T'es capable. Ouais, l'imagerie par résonance magnétique, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça va mesurer l'afflux sanguin vers une région. OK. Fait qu'à chaque fois qu'on utilise une région cérébrale, le sang il y va pour apporter un meilleur rapport. Fait que le signal qui va être Est-ce mesuré, qu'il apporte c'est... l'oxygène? Exact. C'est ça Ce qui qu'on fait va que mesurer, c'est l'oxygène dans le sang. Fait que OK, carrément. techniquement, le saumon, vu qu'il est mort, il n'y a plus d'afflux sanguin, donc Le on système devrait... circule pas. OK. Non, c'est ça, donc on devrait rien mesurer comme activité chez ce cerveau-là. Fait que c'est pour ça que suite à cette expérience-là, qui a été publiée... J'espère. Ben oui! Ben oui, tu peux être sûr. Fait que suite J'espère. à cet événement-là, on commence à se questionner un peu plus sur à quel point c'est valide de se fier autant que ça. Ah. On n'a pas arrêté d'utiliser Donc, je parce que c'est comprends, encore là. très cool. Là, oui, mais, c'est cool. ouais, mais Mais t'es obligé de faire comme, écoutez, c'est arrivé ça avec le saumon, on n'a pas Ouais, le choix d'en fait tenir compte. Là. Oui, exact. Ah, c'est fou, Je là. pense que j'ai jamais plugué ça dans une conversation. Ça, c'est arrivé avec le saumon. Regarde. Ouais, fait que- Déjà, tu travailles avec des rats puis tout ça. Mais est-ce que ça l'a mis un doute dans la tête à tout le monde par rapport à... Ben oui, en fait, en science, en ce moment, on se dit, on va continuer d'utiliser l'IRM, mais on va aussi valider avec d'autres mesures. Ok. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle, finalement, à place de juste mesurer la taille d'une région ou son activité dans un IRM, je vais m'intéresser à comment cette région-là fonctionne. Ok. Fait que je vais mesurer les biais d'attention, je vais mesurer la mémoire, etc., dans l'optique que si cette région-là est pleinement développée puis qu'elle fonctionne à 100%, ben les fonctions relatives à cette structure-là devraient, elles aussi, bien fonctionner. OK. Oui, exact. Fait que là, c'est là, en ce moment... T'en es rendu où exactement dans ton cheminement, là, genre? Mettons? Ben là, j'ai testé tout mon monde. Fait que Ok. je vois plus de participants. J'ai écrit plusieurs articles. Je suis en train d'en terminer quelques-uns. OK. Puis va Pour me le fun, rester- mettons, tes articles, c'est quoi?
des sujets que Ouais. Ben, donc, tu me écoute, résumais, là, ouais, j'ai fait un vite, article là. sur les livres de croissance personnelle. Nice! Fait que ce que je cherchais à voir, c'était si les consommateurs de livres de croissance personnelle étaient plus stressés puis plus déprimés que ceux qui n'en consomment pas. Wow! Dans l'optique où les livres de croissance personnelle t'amènent techniquement à développer des stratégies qui devraient diminuer ton stress et ta dépression. Ouais. Fait que si tu consommes des livres de croissance personnelle, tu devrais, à la suite de la lecture de ces ouvrages-là, être moins stressé puis être moins déprimé. Puis ce qu'on a démontré, c'est qu'en fait, ils sont plus stressés puis sont plus déprimés que des gens qui n'en consomment pas. Wow! Ça a été démontré? J'ai fait ça. T'as démontré que les gens qui consomment des livres de croissance personnelle, oui, sont plus stressés, sont plus déprimés. Wow. Mais là... Mais c'est magique, oui, ça. c'est hot, hein? Quand ça se fait que... Quand ça se fait que ça se sait pas, ça? Hey, parce j'étais que c'est à pas encore Salut publié, Bonjour, j'ai ou... compté ça à Gino, là. Pour vrai? Mais oui, t'écoutes pas Salut Bonjour. Mais C'est pas je vrai. suis pas levé. C'est ben trop C'est de sûr, je suis bonheur. c'est sûr, je suis pas debout. Non, ben, en fait, tu sais, tantôt, on parlait de... Je me rappelle même pas si on en parlait devant la caméra ou Vas-y pas, donc, mais on ouais. parlait de présence médiatique, là, puis de... Oui, est-ce que ça vous aide d'avoir de la présence Oui, médiatique? ben, Parce que... Quand on fait des études comme ça, oui, tu sais, Ça, les... c'est parce que ça, il y a c'est un pas intérêt. une opinion, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est que t'as un résultat qui te démontre vraiment ça. T'as-tu un backlash de ça? Je voulais pas te couper, là, mais est-ce que tu reçois... Parce que ça, c'est vraiment intéressant, parce que là, tu t'attaques à quelque chose que moi j'adore, qui est l'espèce de... la pensée magique versus la science. Et l'ésotérisme, un peu. Tu sais, on est dans cette zone-là versus les faits. Et Dieu le sait que tu le sais aussi que la science est malmenée là, dans les médias en général. Puis le monde, ils ne checkent pas les sources, ils checkent pas. Ils savent pas comment lire un résultat, ils savent pas comment comprendre. Tu sais. Ouais. Ça pourrait être susceptible de alright, ben ça veut dire que ça fait ça, puis là ça part, puis tu sais, on a encore des... Ben tu sais, c'est sûr que José de Chambly, qui lit 70 livres de croissance personnelle par année, m'a pas aimé. Non, c'est ça. Ouais, mais je voulais dire, c'est ça, ça provoque cette réaction-là chez les gens, mais en même temps, là où je voulais m'en aller, c'est que c'est concret, c'est vrai. Elle aura beau pas t'aimer, c'est mesurable, ça a été calculé, ça a été étudié, t'es comme, ben... Sorry, mais lis donc ça à la place. Ce que j'espère, en fait, c'est que Josée, quand elle me lit, elle se dit « Ah, mais je vais regarder mes sources. » Tu sais, quand j'achète un livre de croissance personnelle, je vais m'assurer que c'est écrit par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Tu sais, parce que l'objectif ici, c'est pas de dire tous les livres de croissance personnelle sont inutiles. C'est de dire ils le sont peut-être pas tous, puis ils contiennent peut-être pas tous les bons outils pour m'aider à diminuer mon stress, mes symptômes dépressifs, etc. Mais si le livre a été écrit par docteur Marie-France Marin, qui travaille dans le domaine de XY depuis tant d'années, ben go, tu sais, je pense que c'est une super bonne idée, puis je pense que pour les gens qui sont autodidactes, puis qui ont, tu sais, comme toi, mettons, là, qui va aller sur YouTube pour voir tous tes branchements, puis tout, puis qui est capable d'apprendre au travers de tout ça, ben je pense que ces livres-là peuvent être un outil incroyable parce que tu peux le consulter quand tu veux. Ouais. Il faut s'assurer que c'est une vraie bonne chose. Parce que, tu sais, je disais croissance personnelle, je sonnais un peu condescendant là-dessus. C'est plus au niveau de l'ésotérisme. Tu sais, moi, j'ai des livres ici là, que j'ai eu depuis que je suis petit. Là. Lise Bourbeau. Là. J'aime ça. OK, qui es-tu? Qui es-tu? Là? Puis là, genre, t'as mal à quelque part. Lise Bourbeau, c'est une madame qui écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Fait que t'as mal à quelque part, puis ça dit que, mettons, que t'as mal à l'oreille, c'est parce que quelqu'un parle dans ton dos. Genre, OK, ouais. Non, ça, j'ai pas la meilleure opinion. Moi non plus, c'est juste que moi, j'ai baigné là-dedans, là, enfant. Elle me fait tirer au tarot, puis on analyse les rêves, là. Fait que je voulais voir, genre, à quel point... J'ai vu des gens se réfugier dans ces affaires-là, puis pas gagner leur pari de « je suis plus heureux ». Est-ce que tu sais c'est quoi le meilleur prédicteur de l'achat d'un livre de croissance personnelle? Le meilleur prédicteur. Le meilleur bet là, pour prédire que quelqu'un va acheter un livre de croissance personnelle, je sais pas. C'est s'il en a acheté un dans les 6 derniers mois. Pour vrai? Ouais, fait que c'est vraiment comme... C'est un peu comme la loterie, tu sais. T'en consommes un, puis là, il a pas fait l'affaire, mais non, mais je sais c'est pourquoi. C'est parce que, en fait, le livre sur l'estime de soi, c'était pas suffisant parce que dans l'enfance, j'ai vécu tel événement. Fait que je vais acheter un autre livre sur cet événement-là qui aurait pu se produire. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression que ça prend un professionnel devant toi pour te surveiller parce que quand tu pars à spinner puis tu cherches toi-même des réponses, tu cherches des réponses à des problèmes qui sont pas le vrai bon problème ou whatever. Comme moi, je sais que quand j'ai commencé à lire des affaires, je vais t'en montrer un, je pense que j'en ai un là-dedans. Il est pas là, mais c'est genre, c'est un livre ça s'appelle Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, qui est un psychiatre. C'est super intéressant.
Puis ce que j'ai appris de ce livre-là, c'est juste une notion de base qui était que... Puis c'est correct. Oui, c'est ça. Puis qui a changé ma vie. Puis c'était que, en fait, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils pensent que la vie, c'est supposé être facile. Ah oui, on en avait parlé je la pense dernière que oui, fois. hein. Oui, c'est ça. Puis C'est ça. tu me dis non tout à l'heure, puis je me sentais intelligente. J'étais comme, je sais c'est qui, mais C'est c'est toi qui... Là, tu Ben, je pense que... Il va mon petit livre vert. Ah, oui, je vais peut-être passer à quelqu'un. C'est ça? Oh, il est juste là. Check bien ça. Vous allez voir quelque chose peut-être dans le carré de sable que je veux pas que vous voyez. C'est-à-dire mon bordel. Ah non, vous allez pas le voir. T'as des guitares partout ici, hein? Ouais. J'ai un peu ce qu'ils appellent un problème. non, c'est que j'aime bien ça. Puis. Dans des livres là-dessus. Ouais, c'est ça. Le chemin le moins fréquenté. Ça, c'est Apprendre à legit. vivre avec la Tu sais, vie. je dis pas que je le recommande à tout le monde ou quoi que ce soit. Là. C'est juste un exemple d'un qui était. C'est un psychiatre qui a écrit ça, puis ça a été validé par plusieurs thérapeutes que j'avais côtoyés. Puis c'était super intéressant, mais sur moi, je pouvais plus le lire parce que justement, mon problème, c'est que j'avais tout. Là. Tu lis quelque chose sur l'enfance, puis là, j'en dis, j'ai tout ça, moi. Ouais. Là, tu fais non, t'as pas tout ça. Puis il Oui. faut que quelqu'un te ramène pour faire comme, t'as pas tout ça. T'sais. C'est sûr que ça dépend des personnalités. Mais tu sais, tu dis, j'ai retenu une chose, juste une chose de ce livre-là, mais moi, je trouve que c'est merveilleux. Là. Tu sais, si tu lis un ouvrage qui est décrit par quelqu'un qui est pas Raël, puis qui essaie de t'enseigner c'est juste ça le règlement. Si c'est pas Raël, you're good. Non, Keep going. Quelqu'un qui essaie de t'enseigner un dogme, puis des généralités qui s'appliquent à tout le monde. Avec des buzzwords comme l'amour, la liberté, puis redéfinir vraiment. des concepts vraiment. larges. Puis t'as deux types de livres de croissance personnelle. T'as les livres de victimisation. Oui. C'est pas ta faute. Hey, c'est pas facile ce que tu vis. Hein? Oui. Ben, mère ordinaire, c'est pas mal ça qu'elle fait. Non, j'ai pas peur de le dire. Je l'haïs, puis je peux le dire publiquement. Mais pour vrai, je sais qui c'est, mais j'ai aucune idée des messages T'as pas besoin de rencontrer cette personne. Quel véhicule. C'est les conférences, ça, là? Ouais. Ouais, ben appelle ça un show d'humour pour vendre ses billets plus cher, là, mais ouais. J'ai aucune idée, mais ça se peut vraiment. Ça se peut vraiment. Mais là, essentiellement, c'est ça. C'est des capsules humoristiques. Elle fait son affaire de son bord, c'est bien correct, mais c'est beaucoup de les mamans. Hey, nos chums, sont-tu cons, nos chums? Hey, il a pas fait ça, il a pas fait ça. Genre, hey, genre, personne nous comprend. Moi, je vous comprends. Tu sais, c'est un peu ça. Je comprends ce que tu donnes pas d'outils pour s'en sortir. Mais tu fais juste te complaire dans hey, c'est tough ce qu'on vit, hein, c'est de la victimisation. Puis ce qui arrive avec la victimisation, c'est que ça amène à faire de la rumination. Tu sais, sur sa condition, puis c'est vrai, c'est de la faute à ma mère, puis etc. Puis c'est de la faute à mon chum, puis etc. Mon Dieu, je dis beaucoup, etc. Puis ça nous déresponsabilise. Et donc, ça t'enlève le pouvoir de changer quoi que ce soit. Ça t'enlève du contrôle. Oui, exact. Puis le manque de contrôle, c'est un facteur de stress par excellence. L'impuissance, dans le fond. Exactement. Fait que faut faire attention avec ces livres-là. Puis un autre type de livre auquel il faut faire attention, mais peut-être un peu moins, c'est les livres de empowerment. Tu sais, you can do this. Ouais. C'est quoi, c'est ça? Je l'ai pas lu ça encore. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oui, mais j'en ai entendu parler moi de aussi ces beaucoup, livres-là. C'est pour ça, je sais pas si c'est bon. J'ai aucune idée c'est qui. Puis, tu sais, je veux dire... Moi, je publie sur les livres de croissance personnelle, puis mon copain en consomme énormément, au niveau surtout de la business, puis Elon Musk, tout ce qu'il a bâti, puis etc. Il y a tout le temps les bons outils. Oui, ben je pense que de lire, puis ça, c'est beaucoup plus de l'empowerment, selon moi, là, tu lis une histoire à succès, puis tu te dis que ça peut probablement plus s'appliquer... que ça peut s'appliquer à toi, à ton histoire. C'est ça que tu faisais par empowerment. Oui, c'est dans le fond, c'est aller s'inspirer tu donnes des outils du récit de quelqu'un. Pour y arriver, puis d'avoir un tierce parti qui te dit tu peux le faire, tu as juste à faire A, B, C, D, E pour y arriver. Ouais. Nous, ce qu'on a démontré, c'est que les gens qui consomment les livres de empowerment sont plus stressés. Puis les gens qui consomment des livres de victimisation sont plus déprimés. Wow. Fait que... Puis là... Il y a toute la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est ces livres-là qui les ont rendus de même? Ou ils sont de même et donc ils consomment ce type de livre-là? Ouais. Je peux pas y répondre. Mais absolument, c'est vraiment intéressant de voir est-ce que ça cause ça ou c'est la cause de ou ça met en lumière quelque chose qu'ils ne savaient pas qui était là. La seule façon dont je pourrais le tester, c'est prendre des gens qui n'ont jamais consommé ce type de livre-là, puis les faire. Mesurer leur stress avant et après la consommation des livres, puis voir s'ils sont plus ou moins stressés qu'avant. Toi, c'était une machine à voyager dans le temps, là,
très près, là. T'es ce genre de personne-là qui a besoin de ça pour faire comme elle. Le temps que je sauverais, genre, alright, toi t'es dans la rue, on va se jaser un peu, embarque là-dedans. C'est long faire de la bonne science, là. C'est long, puis c'est beaucoup de manipulation, puis ça coûte cher. Mais les gens respectent pas ça non plus, je pense. La longueur, c'est long, c'est pas spectaculaire, fait qu'on a tendance à vouloir la réponse là. C'est quoi, là? Ça peut-tu peut-être? Ok, ben ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis comme dans tout domaine, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, tu veux aller le plus vite possible parce que tu veux avoir des subventions le plus rapidement possible, puis tu veux faire des hits le plus rapidement possible parce que tu veux que ça pas... roule, Oui, exact. C'est l'enfer. C'est ben, fascinant. Ben, je veux dire ce que j'avais appris dans le livre. La seule affaire que j'ai appris qui était utile, puis tu peux me dire si je suis dans le champ complètement. En limite, je serais content d'être dans le champ. Je trouvais ça le fun comme moment. Là. C'était la notion que beaucoup de gens sont malheureux parce que, dans le fond, ils pensent que la vie, c'est supposé être facile de base. C'est supposé bien aller. Mm-hmm. Donc, quand ça va pas bien, c'est pas normal que ça aille pas bien. Comme les annonces de yogourt, genre. Genre, ils sont tout le temps... Oui, c'est le fun. C'est supposé être ça, la vie. Tu sais, quand le monde, quand on me disait dans la vie, je visais d'affaires, c'est pas supposé être compliqué, là. T'es comme, ben... Moi, j'avais comme accepté que la vie est dure, de base. Accepte ça. Ouais. Comme ça, il est supposé avoir des problèmes. C'est supposé être ça, là. Et t'es supposé savoir dealer ça. Mais quand t'acceptes qu'elle est dure, on dirait que ça devient plus anormal qu'il y ait un problème. Donc, quand il arrive, tu fais, ben oui, c'est normal, c'était supposé, fait que je le gère. Mais il n'y a pas l'espèce de, my God, ça sort de où, ça? Pourquoi c'est là, ce problème-là? Puis on dirait que ça calme un peu ta vision globale de, oh oui, mon évier est supposé, lâcher à me m'amener. Tu sais jamais c'est quoi le problème, mais tu sais qu'il va en avoir, puis c'est correct, puis c'est normal, il faut juste que tu sois genre, que tu gères, puis... Mais juste cette déclic-là de tout n'est pas supposé être beau puis rose tout le temps. On le prend pas pour acquis. Ouais. C'est ça, puis tu paniques pas quand il y a un problème. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de vrai. Moi, ça m'a aidé, mais ça se peut que ça soit genre zéro basé sur ce fuck parce que j'ai mal compris de quoi tout croche là-dedans. Là. Pris comme ça, c'est de la résilience. Ah, ok. Tu sais, c'est de la résilience. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le pessimisme. Ok. Parce que si tu vis dans l'appréhension que ça va mal aller, ça se peut que ça aille mal parce que tu le provoques. Ben exactement. Mais que de dire ça peut mal se passer puis c'est correct, je vais le gérer. Puis si ça se passe bien, ben tant mieux. Ouais. Ça va juste te faire sécréter de l'oxytocine puis ça c'est le fun. L'oxytocine, tu penses sécréter tout seul? Ben c'est en fait, je pensais que c'était l'hormone genre de... J'avais vu, c'était l'enfant avec le sein de la mère, là, au début, l'attachement. L'attachement, puis aussi, pas la confiance, c'est pas ça. C'est genre des premiers rapports sexuels avec un nouveau partenaire, quelque chose comme ça. Là. Ouais, puis même à chaque fois que tu as un orgasme, tu sécrètes de l'oxytocine. Ok, c'est ça. Mais en fait, l'oxytocine, tu sais, moi, ma job, c'est de stresser des gens. OK? Fait que, tu sais, ils viennent au labo. Nice! Je les stresse, puis je regarde ce qui se passe. OK? Puis aux États-Unis, il y en a qui ont la même job que moi, mais eux, après, ils veulent les déstresser. Fait qu'ils leur font sniffer de l'oxytocine. Ils leur font sniffer? Oui, parce que l'oxytocine, au début, on voulait l'injecter, mais ça passe pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est comme une barrière pour protéger le cerveau. L'oxytocine, c'est trop gros, fait que ça passe pas. Fait que c'est quoi la barrière? Juste, je suis curieux, c'est intéressant. La barrière hémato-encéphalique, dans le fond, c'est quelque chose qui englobe tous les vaisseaux sanguins dans le cerveau, puis qui vont faire en sorte que si tu fais de l'ecstasy cheap, ça va pas te tuer. Globalement, là. OK. Tu sais, c'est une barrière qui est là pour protéger ton cerveau de toutes ces toxines-là. Tu sais, je te dis l'ecstasy, mais tout... Je comprends. Ou mettons un poison que tu aurais pu ingérer, etc. Lui, ça arrange pour garde, ça peut affecter le reste, là, mais genre, ici, ça va bloquer là. Genre, oui, puis c'est ce qui fait en sorte que la drogue cheap, OK, qui est pas bien faite, elle accède même pas au cerveau, fait que tu penses que t'es gelé, mais tu l'es pas. Wow! Parce qu'il faut que ça passe, la barrière. C'est compliqué de faire une bonne drogue. Tu penses que t'es gelé puis tu l'es pas? Ouais, y a-tu des gens qui prennent, mettons, de l'ecstasy, des affaires comme ça, puis sont convaincus qu'ils sont... Ben oui, comme l'effet placebo. Je peux te donner une pilule de sucre au labo puis te dire que ça rend zen, puis tu vas te mettre à... ouais, tu sais, l'effet placebo, c'est fort, là. C'est bien cool. Fait que l'oxytocine, c'est trop gros. Ça passe pas, la barrière hémato-encéphalique. Fait que pour forcer ça, faut la faire sniffer aux participants. OK. Puis, dès qu'ils sniffent de l'oxytocine, les participants sont super zen. Là. Ils sont plus stressés. Même si je viens d'augmenter leurs hormones de stress, là, ça se calme tout de suite. Fait que moi, j'aimerais ça te dire, ben va à la pharmacie, achète-toi de l'oxytocine. Ça fonctionne super bien. Mais Santé Canada veut pas. C'est sûr, tu sais. Tu me dis ça, j'étais comme même, je suis déjà accro puis je l'ai pas sniffé encore. Mais tu peux forcer ton cerveau à en sécréter plus. OK. Fait que oui, t'en sécrètes quand, mettons, t'allaites, t'en sécrètes quand, justement, t'as un orgasme, etc. Mais il y a plusieurs autres façons d'en sécréter. Tu peux rire, OK? Fait que toi, t'es une machine à oxytocine. Tu forces les gens à sécréter l'oxytocine. Marchand d'oxytocine. Ouais, c'est le prochain show, ça. Puis, en fait,
pire que ça a été démontré que juste le fait de se mettre un crayon dans la bouche, ça te fait sécréter de l'oxytocine parce que ça mime le sourire. OK. Tu sais, quand tu mets un crayon dans ta bouche, tu souris. Fait que ton corps, il pense que... Ton cerveau, il se dit « Ah, ben c'est drôle ». Fait qu'il sécrète de l'oxytocine. Fait que c'est facile, là. Hey, nice. Si t'as une mauvaise journée, mets-toi un crayon dans la bouche. Je vais juste distribuer des crayons à tout le monde dans la salle. Ouais. Prenez un crayon, mets-toi ça dans la gueule, le show part dans 5 minutes. Fait que rire, OK. faire un câlin à quelqu'un pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes? 20 secondes. Fait qu'il y a t'as un nombre de secondes, là. Oui. Ben oui, en bas de 20 secondes, c'est trop peu. Passer 20 secondes, c'est correct aussi. Mais J'ai hâte de faire un câlin à quelqu'un, d'attendre, 20 qui secondes, essaie c'est de se long, là. décoller, puis que je fasse « Non, c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un qui connaît vraiment ça, puis en bas de 20 secondes, ça sert à rien. » Juste tu le tiens là, puis juste malaisé de... Non, il y a des études, il y a des études. Faut que ce soit quelqu'un que t'apprécies. Ouais, là. ok. C'est ton voisin. Ouais, mais je vais l'apprécier, mais ouais. je vais juste faire. Je suis pas bien. Il y a les câlins, les Ok. interactions sociales. Fait que quand t'entres dans des interactions avec quelqu'un avec qui t'as du plaisir ou que Ok. tu sens qu'il y a une connexion particulière, tu vas sécréter de l'oxytocine. Tu peux aussi faire acte de bonté. Fait qu'en science, ils appellent ça l'effet Mère Teresa. Là. Wow. Fait que ça peut être, tu sais, là, t'achètes l'itinéraire, tu te sens bien. Ouais. Tu sais, t'es comme une bonne personne, ça, c'est parce que t'as sécrété de l'oxytocine. OK. T'as fait acte de bonté, ton cerveau, il s'est dit, t'es une bonne personne, il t'a donné un petit peu d'oxytocine. Est-ce que... je te laisse finir la liste, Ben, j'ai une question après. J'ai passé au travers. OK. Ouais. Est-ce que ton système de valeurs peut influencer ta sécrétion d'oxytocine? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que là, tu dis j'ai donné quelque chose, Ouais. je me sens bien, je suis généreux. Mais quelqu'un qui considère que de faire le bien dans cette situation-là, c'est autre chose. Oui, Mais définitivement. cette personne-là, Oui, ça c'est- pourrait être un autre acte qui ferait en sorte qu'elle en sécréterait. Comme mais par mettons, exemple... négatif, là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un itinérant, là, puis là, je fais... Hey, moi, je considère J'ai que donné une petite l'itinérance, là, trouve-toi une job, nan. Puis genre, tu kicks son chapeau, mettons, avec du change dedans, là, parce que toi, t'es convaincu que c'est ça qu'il faut faire, faut les aider à se botter le cul. Non. Est-ce que toi, tu sécrètes quelque chose de positif parce que t'es convaincu que t'as fait une différence positive? Parce que toi, t'es sûr que c'est ça la solution. Non, en fait, je pense que là, ça, ce serait plus de l'hostilité. OK. Puis faire acte d'hostilité, ça a été démontré que ça augmente les hormones de stress. OK. Fait que les gens qui sont hautement hostiles, là, tu sais, qui ont tendance à faire soit de l'auto-agression, fait que de dire « j'ai pas été bon », puis nanana, ou de l'hétéro-agression, fait que telle personne, c'est à cause d'elle si j'ai eu une mauvaise note dans mon examen, puis etc. Fait que toute cette hostilité-là, ce serait associé à plus de stress. OK. Fait que dans le fond, l'ocytocine, c'est ça pourrait être n'importe quelle action qui te fait sentir bien. D'altruisme. D'altruisme, Ouais, ok, c'est exact. ça. Même si l'altruisme, c'est pas une valeur pour toi qui est, Ouais. mettons, ancrée. Puis là, là, tu sais, t'sais. si tu te dis... Ok. ben, c'est écoute, quand même l'altruisme qui va faire ça pour toi. Ça, Ouais. c'est pas, tu peux pas te programmer à ce que ce soit autre chose qui te fasse non, c'est sécréter. ça, mais ça peut être autre chose que donner des sous. Ça peut être donner son temps, mettons, Ok. je mais sais pas. il faut que ce soit toujours pour le bien de quelqu'un. Exactement. Ce sera Au jamais dans détriment de soi. Ouais. OK. Fait que, tu sais, mettons, ben, tu peux acheter... Oh. Mettons que tu achètes l'itinéraire parce que tu as besoin de la map qu'il y a dedans. OK. OK? Pour te retrouver dans l'espace, là. Ben là, ça serait pas altruiste parce que tu l'as pas juste fait pour Ça. donner à l'autre. Donc, techniquement, tu sécréterais moins d'oxytocine. Ce serait plus fonctionnel, c'est OK. comme besoin. Mais ça peut être, mettons, je sais pas, t'as pas beaucoup de temps en ce moment, mais tu vas quand même prendre une journée pour aller aider ton frère à peinturer son salon. Ben, t'as fait acte de bonté, tu vas sécréter OK. de l'oxytocine. Fait que c'est acte de bonté Ouais. par rapport à la définition que tout le monde aurait d'un acte de bonté Exact. plus. Comme. Wow. OK, cool, parfait. Fait que l'ocytocine, on peut sécréter ça. Nice. Ouais, ça, c'est le fun. Ça fait 1h30, là. Amorçons une pente descendante. On a-tu couvert quand même pas mal de stock, tu trouves? Ouais. On a-tu, Ben, ouais, on a parlé de pas mal d'affaires, Ouais. là. Ouais. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas abordé, peut-être qu'il serait intéressant de. Est-ce que. Allons-y, dans le fond, vu que je sais que tu travailles dans le domaine de tout ce qui est stress et compagnie, y a-tu des outils? Est-ce qu'on peut laisser le monde avec Des trucs. des trucs ou juste des raisonnements, des réflexes peut-être? Parce que truc, ça sonne tout le temps comme magique, c'est packagé, Ouais. j'en fais ça, c'est une pilule, pop-toi ça, puis ça va Ouais, être je cool. m'en allais justement te parler de la pilule. Ouais, La pilule magique pour diminuer le stress. ouais. Ben, parlons-en. L'affaire- Parce que ouais, moi, je prends de l'Effexor dans la vie. Je prends, qui est un médicament... pour les symptômes dépressifs.
Juste dépressif? Parce que Ben, moi, on m'avait ça dit que ça ça traitait gère aussi aussi anxiété. l'anxiété. C'est ça, moi, c'est pour l'anxiété qu'on l'avait... Oui, ben en fait, les médicaments qui gèrent le mieux l'anxiété sont les antidépresseurs, bien souvent. OK. Tu sais, sinon, il y a des médicaments que tu peux prendre en cas de crise, là, fait que tu sais, si tu Oui. as une attaque de panique, etc. Mais moi, j'allais te parler de la pilule magique fictive. OK, cool. Ouais. Parce que les gens, souvent, tu sais, quand on va leur donner la formation en stress, etc., ils nous disent comment, mais j'ai pas de temps, là. Tu sais, j'ai pas le temps à mettre pour diminuer mon stress, mon anxiété. Puis malheureusement, si t'as pas de temps à mettre là-dessus, il y a rien qui va se passer. T'sais, fait qu'il y a aucune solution magique, d'où ma pilule magique, Ouais. là, pour diminuer le stress. La seule affaire que tu peux, c'est essayer d'être le plus résilient possible par rapport aux situations qui se présentent à toi. Fait que si jamais, je sais pas, moi, t'as une entrevue d'emploi, tu trouves ça super stressant, puis là, tu fais de l'anxiété avec ça pendant 2 mois, parce que tu sais que t'as une entrevue dans 2 mois, puis que tu rumines, puis que tu rumines, puis que tu rumines. La seule chose que tu peux faire, c'est de travailler sur ta conception de cette situation-là pour diminuer ta réactivité, tu sais. Okay. Fait que tu peux essayer, par exemple, de trouver des alternatives. OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'impression d'avoir un petit peu plus de contrôle là-dessus? Okay. Ah, ben je pourrais aller, mettons, appeler un ami qui a déjà travaillé pour cette compagnie-là puis demander, lui, son entrevue, quelles questions y ont été posées. J'ai peur d'arriver en retard à mon entrevue, ben je vais faire le chemin en voiture. Okay. Tu sais, un samedi matin, là, je vais prendre mon auto, je vais faire le chemin pour voir exactement combien de temps ça me prend aller sur les lieux de ce travail-là, etc., etc. Fait que tu prends contrôle un peu sur la situation, finalement. Okay, ouais. Tu apprends à manier le mammouth. Là, tu prends le scénario, puis genre... Oui. C'est comme tu décoches des scénarios possibles. Exactement, hein? oui. Tu l'amènes à bout. Puis la meilleure technique, c'est de prendre des notes. Tu t'écris des plans alternatifs. Là. Fait que plan A, ben, je vais appeler telle personne. Plan B, je vais aller sur les lieux. Plan C, etc. Puis dans ce temps-là, ton cerveau, ce qu'il te dit, c'est « Ah, t'as le contrôle. Ouais, devant un mammouth, t'aurais pas le contrôle. » OK, c'est ça qu'on... Est-ce que ça a rapport avec... J'avais déjà entendu que... Ou c'est peut-être même toi qui me l'as dit avec Jasmin, puis que je me rappelle plus, là. Que t'as une source de stress, quelque chose qui te stresse. À partir du moment où tu fais OK, tu veux l'attaquer, ouais. Ça devient du stress positif parce que tu as un objectif en tête. Parce que ça devient un challenge, exactement. Ça devient autre chose, fait que ça devient comme ton corps le gère positivement. Tu peux décider que c'est un défi. C'est ça. Tu peux décider que ça, c'est pas de la détresse, que c'est de l'eustress, puis que toi, eustress, ça veut dire comme bon, là. Ça veut dire bon en grec, là. Fait que c'est du stress positif. Fait que tu peux décider que toi, ce scénario-là, tu veux le prendre en amont, puis que tu vas trouver des solutions pour que ce soit plus sous contrôle, que ce soit moins prévisible. Ce que tu fais là, c'est-à-dire le char des et plans tout ça. alternatifs, oui. Puis même, ça a été démontré. Ça transforme-tu en stress positif à ce moment-là? Est-ce que ça donne... peut, en tout cas, diminuer la détresse. On l'a démontré scientifiquement, puis ça diminue vraiment la quantité d'hormones de stress qui est sécrétée, fait que ça marche. Fait que c'est de faire ça. Dans le fond, c'est prendre une perspective par rapport au même événement, puis c'est juste essayer de le regarder d'un autre angle. Exact. Pour... Puis de trouver des solutions. Il donne un autre sens, c'est ça. Oui. Mais d'être dans l'action. Exact. Parce que comme tout signal, en fait, le stress, c'est un signal. Tu sais, les sentiments négatifs là, que tu as, le cœur qui accélère, la sudation, etc., c'est un signe. Tu sais, c'est un peu comme la douleur, finalement. Si tu es en train de te faire à souper puis tu mets ta main sur le poêle, fait mal, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu vas-tu dire ça va passer? Ou non, tu vas faire quelque chose, tu vas enlever ta main. Mais c'est la même chose avec le stress. Quand tu ressens ces symptômes-là, c'est de dire ah, faut que je pose une action pour diminuer ma détresse par rapport à ça. Mais ça prend du temps. Il faut que tu t'assoies, il faut que tu réfléchisses, etc. Fait qu'il y a des solutions que tu peux prendre aussi qui vont fonctionner tout de suite. Okay. Dès que tu vas appliquer ces outils-là, tu vas cesser de sécréter des hormones de stress. Puis ça peut être niaiseux comme respirer. Ça a été démontré que... C'est pas niaiseux. Ferme tes yeux puis te concentrer sur ta respiration, ton cœur ralentit. Puis, automatiquement. Puis l'idée ici, c'est de respirer avec l'abdomen le plus possible. Fait que tu inspires par le nez jusqu'à temps que les poumons soient saturés d'air. Tu gardes ton inspiration quelques secondes puis tu expires de façon active par la bouche jusqu'à temps que les poumons soient vides. Puis tu fais ça 4-5 fois, pas 10. Tu vas perdre connaissance. Fait 4-5 fois, suffisant. Okay. Puis... tu seras pas stressé. Non, tu n'es plus. C'est quand même une solution. Il n'y a pas d'urgence. Ce qui arrive, c'est que le diaphragme, qui est une espèce de muscle sous la cage thoracique, il va se gonfler puis se dégonfler. Puis quand il se gonfle et se dégonfle 4 à 5 fois, il vient inactiver les glandes surrénales, puis c'est elles qui produisent des hormones de stress. Fait qu'elles peuvent plus rien produire. Fait que, automatiquement, tu sécrètes plus d'hormones, fait que tu te sens comme... C'est ça qui se passe quand on respire, quand on dit prends le temps de respirer, là? C'est mécanique.
Mais si quelqu'un m'avait juste expliqué ça il y a T'aurais eu 15 ans, plus le goût, hein? j'aurais compris Ouais, pourquoi. oui, c'est ça. Souvent, va-tu? quand tu dis aux gens pourquoi ça fonctionne, ça marche mieux. Oui, parce que sinon, tu te perds dans une Non, c'est mer ça. de gens qui Non. sont comme non, moi je sais, non, moi je Non, sais, non, moi je exact. sais. Là, Puis il n'y a t'es rien de comme- plus frustrant quand t'es stressant que de te faire dire respire par le nez. Là. Mais c'est ça, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est des notions que tu m'as expliqué beaucoup plus en Oui. détail, mais qu'on a résumé à des genre prends ton gaz égal, respire, Ouais. là t'es comme man, c'est devenu genre une insulte alors que c'est un Exact. réel Non, conseil. Ça fonctionne pour vrai. Mais c'est triste je viens juste de réaliser ça, c'est devenu une attaque quand tu te fais Respire dire par le ça, nez. alors qu'ultimement ce n'est que c'est réellement ta solution en Oui. ce moment pour te calmer. Puis, tu genre. sais, avant d'essayer de trouver des plans alternatifs, là, fait que, tu sais, quand quelque chose te stresse puis que tu veux trouver des plans B, C, D, E, F, G, respire, pour vrai. Parce que, tu sais, quand t'es en crise, c'est pas le temps de t'asseoir avec ton pad puis ton crayon puis de te dire « je vais trouver des solutions à mes problèmes Ou d'aller écrire un commentaire sur Internet. ». Oh non, fais pas ça. Non, Ouais. c'est pas bon. C'est Non, mal. non, mais je suis en train de faire un lien Oui, qui doit sûrement oui, être un peu oui, valide. vraiment. Là, Non, tu sais, définitivement. ça va trop vite. Puis De se calmer, tu sais, la respiration, ça fonctionne. Ou sinon, juste faire un petit peu de sport. Pas besoin de faire un triathlon. Là. Tu sais, ça peut juste être de faire le tour du bloc rapidement, marche rapide. Ou tu sais, si t'es vraiment willing, tu peux commencer à faire du sport sur une base régulière. Là, tu sais, fait que s'entraîner cardiovasculaire, surtout, ça a été démontré que ça amène la sécrétion d'hormones OK. qui sont le fun. Tu sais, puis qui vont avoir tendance à diminuer les hormones de stress. Entre autres, l'endorphine, par exemple. Là. Ok. Fait que faire du sport, ça peut aider. Puis, tu sais, c'est des solutions qui sont gratuites puis qui sont automatiques. Là. Faire un petit peu d'activité physique, rire pour sécréter de l'oxytocine. On dirait est-ce que tu trouves que les gens refusent d'accepter que c'est carrément, il y a rien d'autre magique que c'est eux qui doivent juste faire ce travail-là, puis on dirait qu'on n'est pas conditionné à ça, on est conditionné dans un monde de C'est la faute des autres. la faute des autres, puis les solutions sont extérieures, là, tu sais, c'est Non, c'est ça. tu peux achète ça. Fait que tu sais, on a tout je le suis d'accord. temps le marketing est fait autour de t'as un problème, ça va régler tous tes problèmes. Ouais, OK, je suis je vais d'accord. acheter ça. Fait que faut réussir à essayer de se ramener à Ah, c'est toi qui as le contrôle, ça part dans le dedans. là. Fait que, définitivement. tu sais. Puis, tu sais, des fois, ça a l'air gros de se dire je vais gérer mon stress parce que tu te dis, faut que je fasse ça jusqu'à la fin de mes jours. Ah, mais tu sais. deviens super fier, moi, je Ben trouve. vraiment, puis tu peux le voir aussi comme un objectif à court terme de dire, OK, ben gars, là, je prends 2-3 semaines là, où c'est mon objectif numéro 1, c'est d'être moins stressé. Fait que fais-les 2-3 semaines. Ouais. Puis souvent, les effets vont perdurer pendant plus de temps, là, pendant plusieurs mois, tu risques d'intérioriser ces techniques-là puis les adopter au quotidien. Puis si tu recommences à pas bien te sentir, mais tu dis, OK, j'ai besoin d'un autre 2-3 semaines intensifs, là, tu sais. Puis Mais c'est ça a quoi, des effets à long terme. Est-ce que ça existe un guide? Je sais que c'est weird, là, mais tu sais, ils font des challenges de bouffe, des challenges d'entraînement. Ça existe-tu un challenge de... Santé mentale. Ouais! Tu sais, un Je genre pense de... pas, mais ça devrait. Tu comprends ce que je veux Un dire? défi. Ouais, juste un genre, Ouais. regarde, essaye un mois. C'est combien de temps que ça prend pour créer une nouvelle habitude qu'ils disent, là? C'est-tu 28 Je jours ou sais- 21 j'ai jours? aucune idée si c'est valide scientifiquement, ça, hein, mais je j'entends pense tout que le temps ce qu'ils ça, disent, c'est 3 semaines, non? C'est ça, je sais pas. Mais j'ai entendu ça, mais je sais Moi pas aussi, si c'est c'est vrai. ça. Je répète quelque Ouais. chose qui est peut-être pas vrai depuis toujours, là. Mais mettons que c'était 3 semaines, ben, ça peut être un challenge de, regarde, essaye Oui. cette espèce de vie-là, tu sais, dans le sens où... Ouais. Ben puis, tu sais, c'est vrai au niveau du sport aussi, là. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, il faut comme... Des fois, c'est plate au début. Je l'ai pas encore, là, le kick de « Ah, j'en ai besoin », là. Non. Celui dont tu parles, là. D'être comme addict à son Oh, endorphine. là. Ouais, non. C'est c'est très fonctionnel. Je suis addict à Ouais. bien des affaires, là. Ouais. Mais ça, j'ai pas réussi à le... Non, ben, en fait, surtout parce qu'on dit, tu sais, le sport, c'est bon pour réduire le stress. Oui, mais il faut quand même que tu choisisses des activités qui fit avec ta personnalité. Parce que, tu sais, si t'haïs les cours de groupe, que t'as pas de rythme, puis la musique latine, ça te tape ses nerfs, fais pas des cours de Zumba, là. Tu sais, c'est Ouais. comme... Ça se peut que ça Faut que tu augmente les choisisses. facteurs de stress. Ben, c'est là. ça. Tu sais, si avoir la tête en bas, puis être en silence pendant 1 heure, ça marche pas. Le yoga, c'est pas bon pour toi, tu sais. OK. Faut comme que tu choisisses une technique Quelque chose qui te fit. correspond, là. Oui, il n'y a pas de technique universelle. Puis pour te correspondre, il faut que tu te connaisses. Oui, Pour il faut te que connaître, il t'essayes. faut que tu te regardes. Oui. Fait que regardez-vous. C'est compliqué. Non, mais c'est carrément ça. Ouais. Mais c'est pas, Faut que tu te poses des bonnes c'est questions. pas compliqué. Non, mais en fait, Ultimement, c'est c'est- juste... c'est pas gratuit. C'est Tu sais, ça. T'as un petit travail à faire. Oui, Ouais. mais il y aurait toujours... En tout cas... Mais moi, je me dis, t'as appris à marcher, t'as appris à manger, t'as appris à te servir d'un Pas faire ustensile. de crise de bacon. T'as appris à tout faire ça. Ouais. Pourquoi t'arrêtes à me m'amener? Ouais. Pourquoi? Parce que, Ouais. ah, il a pas le temps, faut que je travaille. Non. Ben oui, mais continue de... Ouais, tu peux apprendre à déstresser. Ah ouais, ça se fait, ça. Ben oui. Fait qu'il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir. Nice. Merci beaucoup. Ben, merci Catherine. à toi. C'était vraiment un réel plaisir. plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, écrivez dans les commentaires. Envoyez de l'amour parce que je veux que tu reviennes si jamais tu as le goût de revenir un jour. J'ai l'impression Ben que oui, tu as ça va me dit faire plaisir. le centième de ce que tu pourrais
genre me fournir comme information là-dessus. C'était On fascinant pour vrai. Est-ce qu'on peut lire tes thèses éventuellement? Quand ça va être publié? Est-ce que moi je vais pouvoir... Oui, je vais pouvoir te l'envoyer là, Okay. si ça tente. Mais... Ça me tente, en fait, je le mettrai en dessous de... T'sais. Oui, puis si le monde ils veulent en savoir plus sur le stress, on a aussi un site web. Oui, ok, cool, c'est on ça. a fait ça. On Si vulgarise. Vous êtes vraiment en 2018. Qu'on est gang. Vous êtes branchés. Ouais, vraiment. Okay. On est très hot. On a le site stresshumain.ca. Okay. Stresshumain au singulier, unbloc.ca. Puis il y a plein d'informations sur le stress là-dessus. Puis il y a des liens vers nos articles scientifiques. Puis on vulgarise des techniques qui fonctionnent pour diminuer le stress. Il y a des solutions. On démystifie ce qui marche pas aussi. Fait que le stress, le message, c'est stressez pas. Non. Stresse pas avec le stress. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Voilà. Hey, merci beaucoup. J'espère que tu as aimé ça. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'était super agréable. Tu reviens quand tu veux. Puis bon accouchement. Merci, on va ça s'est pas passé là. Je suis quand même content. Non, t'es safe. Bon, on va dépêcher de fermer ça. Parce que là, il donne des coups, je le vois depuis tantôt qu'il pop. Il veut s'en aller. Ça suffit. Ben, merci. Wow, pour merci vrai, à toi. t'es malade. Yay!